Bonsoir à tous. Au nom de l'étude Auberson-Abels SA, j'ai le plaisir de vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à notre 8e édition du séminaire sur la protection des données. Ceux qui étaient là en 2017 déjà se souviendront que les premières éditions de ce séminaire ont été données en présentiel. Ensuite, il y a eu une longue période où le séminaire a été donné en ligne. Et aujourd'hui, c'est un fait nouveau. Nous avons le plaisir de vous accueillir à la fois en présentiel et en ligne. Vous êtes 50 environ ici et une centaine en ligne. Et pour ceux qui sont ici, nous avons aussi le plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux de Pont-Rouge qu'on occupe depuis une année environ. Les nombreux incidents de sécurité qui ont touché les entreprises et les collectivités publiques, on pense notamment à la Confédération, on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui, nous rappellent chaque jour l'importance de la sécurité des données et plus particulièrement de la cybersécurité. C'est précisément le thème que nous avons choisi pour notre séminaire de cette année avec 5 orateurs. Avant de vous les présenter, je voulais simplement apporter quelques précisions pratiques. Voilà, vous voyez aussi ça défiler sur l'écran ici. Donc, c'est des précisions pratiques qui s'adressent aussi bien aux personnes qui sont ici dans le public qu'aux personnes qui sont en ligne. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions pour vous qui sont dans la salle à la fin de l'événement. Et puis, ceux qui sont en ligne ont l'occasion de le faire à tout moment par le chat qui est à leur disposition. Les réponses seront données non pas pendant le cours de l'événement, mais à la fin par le Q&A. Donc, il y aura une dernière partie de l'événement qui sera consacrée aux réponses à ces questions. La présentation vous sera également envoyée par email à la fin après le séminaire, et l'événement est également enregistré et il sera aussi mis sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'étude. On vous enverra aussi le lien évidemment. Donc, le séminaire se déroule en 4 parties. Il y aura d'abord 3 présentations. Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, comme je l'ai déjà annoncé, donc à la fin, pour conclure, une session de Q&A. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Pierre Hubaut, qui est professeur à l'EPFL, également directeur académique du Center for Digital Trust, et qui est également un grand spécialiste reconnu en matière de cybersécurité et de sécurité des données. Sa présentation va durer une demi-heure et elle portera sur la sécurité des données à l'ère de l'intelligence artificielle. La seconde présentation sera présentée par mes collègues, mes 3 collègues, Marine Largan, qui est avocate et membre du practice group Data Protection de l'étude, par maître Joël Pahu, qui est avocat, docteur en droit, ancien procureur de la Confédération, et puis membre également du practice group contentieux et enquête. C'est un nouveau practice group que nous avons créé à l'étude et qui justement permet d'accompagner nos clients en cas d'enquête, typiquement celle dont on vous parlera plus tard aujourd'hui. Et le troisième intervenant sera Claire Tistounet, qui est également avocate et membre du practice group Data Protection. Donc, leur présentation va durer une vingtaine de minutes et elle portera sur les expériences récentes que nous avons eues à l'étude en matière de protection de données et de cybersécurité. Enfin, la troisième présentation, qui durera également 20 minutes, portera sur les nouvelles règles européennes en matière de cybersécurité et de gouvernance, donc un dossier qui est d'une grande actualité au sein de l'Union européenne, qui le sera également en Suisse à l'avenir certainement. Cette présentation sera donnée par maître Cyril Pierre-Beauce, qui vient du Luxembourg et que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir et qui a participé à toutes les éditions précédentes du séminaire sur la protection des données. Merci d'être là avec nous ce soir.
Maître Pierre Beauce est avocat au barreau de Luxembourg. Il est associé de l'étude Silo et il est chargé de cours à l'Université de Luxembourg. Voilà, après ces rapides présentations, il ne me reste plus qu'à céder la parole au premier intervenant. Professeur Hubaut, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de m'accueillir ici. Donc, je vais vous parler de sécurité des données à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça va être un petit peu technique, hein, je vous préviens tout de suite. Mon background est l'informatique, en particulier la sécurité informatique. Au cours quand même des 12 dernières années, j'ai eu l'occasion de parler avec en particulier des juristes, et je vis dans l'illusion que je suis parvenu à me faire comprendre. Donc, nous allons voir. Alors, mes transparents sont... Bon, à l'EPFL, on a sombré dans l'anglais, et ça, vous allez voir d'après les transparents que c'est bien cette langue-là qu'on utilise. Alors, déjà pour poser le cadre, on est dans une situation, si vous voulez, où on a, comme vous savez tous, une énorme poussée du côté de l'intelligence artificielle, et en particulier une des applications qui sont les deepfakes, donc qui sont un peu la face sombre, un des aspects de la façon de l'intelligence artificielle. On a un deuxième aspect qui est aussi un deuxième défi au niveau du monde de la finance en particulier, qui sont les crypto-monnaies, qui représentent un certain nombre d'opportunités, mais qui sont aussi un élément nouveau qui a un comportement difficilement prévisible sur le moyen long terme. Les tensions géopolitiques, on les connaît. Ça veut dire aussi qu'il devient de plus en plus difficile de poursuivre des malfaiteurs qui se trouvent dans l'autre camp de la scission géopolitique à laquelle on assiste. Et puis, évidemment, le nombre d'acteurs et le nombre de transactions évolue. Ce qui veut dire que on a évidemment un énorme défi au niveau de l'augmentation potentielle des fraudes, et en particulier le blanchiment d'argent qui représente, comme vous savez, entre 2 et 5% du produit brut mondial. Donc, notre analyse est que face à ces situations, il y a un besoin croissant pour les établissements financiers, qui sont, je pense, assez massivement représentés dans la salle, de collaborer. Mais ce que je vais présenter ici, en fait, transcende le domaine financier, et vous verrez qu'il y a d'autres aspects également applicatifs. Mais je vais prendre des exemples quand même dans ce domaine-là, et puis je parlerai un petit peu aussi d'applications dans le domaine médical. Alors, en 2022, l'autorité en France a organisé un tech sprint sur ce qu'ils appellent le confidential data pooling en français, c'est-à-dire la capacité à réaliser des traitements sur des données qui se trouvent dans différents silos, typiquement dans différentes banques. Alors, parmi vous, qui est au courant de ce tech sprint? La frontière n'est pas loin. Voilà, bon, ben, donc c'est une information qui est peut-être d'autant plus utile. L'objectif visé ici, c'était véritablement pour l'autorité, donc la Banque de France en fait, et puis la CPR, de comprendre le niveau de maturité des techniques qui permettent de réaliser des traitements informatiques, des traitements des calculs, si vous voulez, sur des données qui se trouvent dans des silos distincts et qui doivent rester dans ces silos. Parce que, en général, une banque n'envisage pas d'envoyer, par exemple, son fichier client à une autre banque. Ça, c'est quelque chose qui est impensable. Par contre, il y a un intérêt de l'ensemble du secteur financier à extraire de l'information par l'intelligence artificielle de données qui se trouvent réparties. Ça va? Vous me dites si ça, bon, voilà. Donc, alors, il y avait, ils ont véritablement organisé ça comme une espèce de compétition. Il y avait une douzaine de participants. Nous étions ici, également présents à Paris. Hein, et puis, il fallait être sur place et présenter finalement ce qu'on avait réalisé sur des données qui étaient des données fictives, mais qui représentaient finalement des données de transactions bancaires dans lesquelles il fallait détecter la présence d'activités illicites, en l'occurrence justement le blanchiment d'argent. Autre exemple, c'est ce qu'a fait la BIS, la Bank of International Settlements, qui a détecté ce projet Aurora. Combien d'entre vous sont au courant de ce projet?
il est un peu anormal que moi, informaticien, soit plus au courant que vous de ce qui se passe dans le monde financier, mais bon, voilà, ça peut arriver. Donc là aussi, l'idée, si vous voulez, dans le cadre de ce programme, était d'identifier comment il serait possible d'utiliser ce qu'on appelle les PETS, les Privacy Enhancing Technologies. PETS, c'est un acronyme anglophone qui n'est pas très heureux en français, mais bon, c'est comme ça. Et qui est, donc l'idée, c'est de montrer comment ces techniques sur lesquelles on va revenir permettent de protéger les données pendant que l'on fait les traitements qui visent justement l'objectif mentionné. En l'occurrence ici, l'identification d'activités de blanchiment d'argent. Alors, si vous regardez, le rapport est en ligne, il est tout à fait intéressant. Il est sorti il y a 1 an. Ils ont décidé, donc la BIS a décidé de poursuivre en fait cette activité par un autre projet pour développer davantage cette recherche. Et alors, l'idée, si vous voulez, est représentée par ce schéma, c'est que dans l'approche traditionnelle, chaque établissement a une vision de son propre silo, c'est-à-dire voit ses propres transactions, imagine qu'il y a d'autres transactions, mais n'a pas la visibilité sur celles-ci. Par contre, avec une approche qui permettrait d'agréger ces informations, on aurait la représentation qui est ici, à ma gauche, où on peut, à ce moment-là, exploiter la totalité ou la presque totalité de cette information de manière à entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus performants. Ça va? Alors, je ne vais pas citer un seul article de loi jusqu'à présent, c'est peut-être un peu déstabilisant, mais voilà, j'espère que c'est suffisamment imagé pour que ce soit compréhensible. Alors maintenant, les PETs, les Privacy Enhancing Technologies, combien d'entre vous connaissent les PETs, au moins un tout petit peu? Levez la main fièrement. 1, 2, 3 personnes, 4. Voilà. Fièrement, c'était un peu timide, hein, mais bon, OK. Voilà. Alors, l'idée, c'est la suivante. Lorsque vous avez un traitement, vous avez un input, un traitement et un output. C'est une représentation assez simple de ce qu'on fait souvent en informatique. Donc, on a des données, on réalise des traitements sur ces données et on a un résultat. Alors, si les données sont sensibles, il faut mettre en place des mesures de protection. Et ces mesures de protection sont justement les PETs. Cette protection peut se faire soit sur les données d'input, les données qu'on va mettre à l'entrée, soit à la sortie. D'accord? Et pour ça, on dispose de 3 grandes familles qui sont soit une protection mathématique, soit une protection statistique, soit une protection hardware, c'est-à-dire par le matériel. Et on peut panacher également aussi ces solutions. D'accord? Alors, ça peut être un petit peu abstrait, donc je vais vous prendre un exemple concret d'un PET. Exemple, le Secure Multiparty Computation. Alors, je vous ai mis ici 1 ou 2 formules, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller gentiment. Alors, l'exemple, c'est le suivant. Vous avez ici 5 acteurs. Pensez par exemple à 5 banques, ou bien encore plus simplement 5 individus. Alors, on a 5 individus, et ils ont chacun une donnée qui correspond à qu'ils connaissent, mais que les autres ne connaissent pas. Donc, celui-ci connaît sa donnée X1, l'autre connaît sa donnée X2, etc. Alors, maintenant, ils veulent réaliser un calcul sur ces données-là sans avoir à disposition un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire ça en se basant sur leurs propres ressources. Et pour ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle un protocole, c'est un échange suivant de l'information qui va permettre d'obtenir ceci. On va prendre un exemple précis, supposons qu'ils veulent connaître. Voilà, et donc à la fin du traitement, chacun va recevoir, si vous voulez, le résultat qui lui revient. Donc on va appeler Y1, Y2, etc. Alors, prenons l'exemple précis. L'exemple précis, c'est un exemple que les gens proches de la finance comprennent certainement, c'est chacun donc, est conscient de sa propre fortune, d'accord, qu'il déclare chaque année au fisc, et ils aimeraient, donc ce sont 5 amis, et ils aimeraient savoir s'ils sont plus riches ou moins riches que la moyenne des autres. Ça va? Mais sans le révéler. Sans révéler, bah, évidemment, on pourrait chacun révéler ça, mais ça, ce serait un peu embarrassant. Donc, ils veulent juste savoir sans que les autres sachent pour eux-mêmes. D'accord? Donc, pour faire ça, il y a un protocole
donc, alors, cette fois-ci, donc X1, X2, etc. représentent la fortune, qui va représenter, mettons, quelques centaines de milliers ou quelques millions de francs. Bon, ici, on est à Genève, donc quelques dizaines de millions de francs. Donc voilà, ce chiffre-là. Alors, pour réaliser ça, l'un d'entre eux, mettons ici le numéro 1, va générer un très, très grand nombre au hasard, disons dans les centaines de milliards. Il prend ce nombre, il l'ajoute à sa propre fortune. Il fait juste la somme entre les deux. Le grand nombre est tellement grand que sa propre fortune à lui, si vous voulez, est noyée dans la masse. D'accord? Il prend ce très grand nombre, il le transmet au suivant. Le suivant ajoute sa propre fortune en francs. D'accord? Et ainsi de suite. Donc on tourne comme ça. À la fin, donc celui qui a initié le protocole, donc qui est le numéro 1, va avoir le chiffre qui va lui arriver, ça va être le grand chiffre initial plus la somme des 5. Ça va? Est-ce que ce niveau de mathématiques vous convient? D'accord? Donc le premier, ce qu'il va faire, il va enlever maintenant le nombre aléatoire qu'il avait introduit, et donc on va obtenir la somme des 5 chiffres. Et maintenant, si on divise cette somme par 5, on a évidemment la moyenne, et donc il fournit ceci à chacun des autres, et chacun peut savoir avec satisfaction ou frustration qu'il est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Voilà. Alors ça, c'est un exemple, c'est un Privacy Enhancing Technology, si vous voulez, dans le sens qu'il a permis de réaliser un traitement tout en préservant les données individuelles de chacun. Voilà. Vous voyez, si vous avez appris ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Vous avez appris ce que c'est un PET. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, ne le prenez pas de manière trop littérale, dans le sens que cette réalisation-là du protocole est extrêmement fragile, donc il ne faut pas l'utiliser. Hein, ce qu'on appelle le Secure Multiparty Computation est réalisé différemment par des méthodes plus compliquées qui prennent en fait 4 ou 5 ans d'études à l'EPFL pour les comprendre. Donc, je vous ai pris la version soft qui peut s'expliquer en 2-3 minutes. Et la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser ceci est illustrée ici, c'est que si jamais il y a collusion entre le numéro 1 et le numéro 3, comme vous voyez, ils peuvent calculer la différence entre leurs valeurs et isoler comme ça la valeur du numéro 2. Voilà, donc, dans vos prochaines discussions avec les amis, faites bien attention au type de PET que vous utilisez. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le Secure Multiparty Computation. Un autre PET, c'est le chiffrement homomorphe. Qui a entendu déjà parler du chiffrement homomorphe? 5, 6 personnes. OK, parfait. Donc, vous avez quand même un potentiel ici génial, c'est parfait. Alors, le chiffrement homomorphe est un chiffrement qui permet de réaliser des calculs dans l'espace chiffré. D'accord? Le chiffrement, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, tout le temps quand on va sur Internet, d'accord? Ou quand on fait, par exemple, de l'e-banking, bien entendu. Mais le chiffrement homomorphe a cette caractéristique que l'on peut réaliser des calculs, des additions, des multiplications, sur les données une fois qu'elles ont été chiffrées. Et donc, par exemple, dans le cloud, c'est un outil qui va devenir extrêmement puissant. Voilà. Donc, je vous épargne un petit peu la formulation mathématique, mais ceci se décline après sous forme de librairies logicielles. Ça, c'est celle que nous avions développée dans mon laboratoire, et qui sont, celle-ci en l'occurrence, qui est open source. C'est-à-dire, on peut consulter tout le code, si vous voulez, qui permet de réaliser ceci. Alors, à quoi est-ce que ceci sert? Ceci sert maintenant, par rapport à l'intelligence artificielle, à réaliser la chose suivante, c'est-à-dire que si on a différentes institutions, alors par exemple 3 banques, qui veulent réaliser des calculs sans centraliser les données, donc en laissant les données là où elles sont, dans chacune des banques, ça va se passer de la façon suivante. Vous avez quelqu'un ici qui est en charge une certaine étude, donc qui va par exemple définir une tâche, numéro 1. La tâche, c'est d'entraîner un réseau de neurones, c'est-à-dire une intelligence artificielle, sur la base de ces données. Alors, ceci va déclencher des calculs locaux dans chacune de ces 3 institutions, dans chacune de ces 3 banques. Ensuite, et ça, c'est des calculs qui vont être faits en clair, si vous voulez, sur les données à disposition localement. Les résultats partiels ainsi obtenus vont être ensuite convertis en chiffrement homomorphe, et l'agrégation pour extraire véritablement, profiter de toute la richesse de cet ensemble de données, va se faire dans l'espace homomorphe. Et on va créer comme ceci un modèle d'intelligence artificielle qui sera ensuite
rendu utilisable par l'ensemble des partenaires de ce consortium. Ça va? Donc, par exemple, je sais pas, les banques genevoises pourraient se mettre d'accord pour dire ben, on fait ça. Et ceci permet de collaborer, mais sans devoir révéler ses propres données aux autres. Voilà. Alors, donc on a développé ceci, et puis en fait, on a démontré en fait l'utilisation, par exemple, pour faire de la détection de fraude et l'identification de IBAN frauduleux. Donc, par exemple, donc ce serait typiquement la situation où l'on a, mettons, 5 ou 6, mettons, 6 banques qui travaillent entre elles, enfin qui veulent collaborer. Chacune des banques a une liste noire de IBAN, donc de IBAN, donc de numéros de compte bancaire, et aimerait savoir si, dans sa liste noire, qui est un petit sous-ensemble des comptes dont elle s'occupe, si ces IBAN frauduleux se retrouvent dans la liste noire des autres banques, mais sans pour autant livrer l'ensemble des numéros de tous les IBAN, évidemment. Et donc, les PETs dont je vous ai parlé répondent justement à ces préoccupations-là, permettent de faire ces calculs-là de manière extrêmement rapide. Ça va? Est-ce que ça vous semble compréhensible? Alors maintenant, donc on a développé, on a montré disons, la faisabilité et développé des prototypes. À un moment donné, de manière à pouvoir offrir un support client suffisant, il a fallu industrialiser la chose, et donc il a fallu, le laboratoire n'était pas en mesure, si vous voulez, de faire tout le soutien client, la maintenance, etc. Donc on a dû créer une start-up pour disons, pousser ça plus loin. Voilà, donc, par exemple, ici, dans l'exemple que je vous mentionnais, on va pouvoir identifier le fait que un IBAN a été trouvé dans au moins euh, dans les ensembles d'emails frauduleux d'au moins 2 banques, voilà, etc. Alors ça, c'est un exemple d'application. Un deuxième exemple d'application qui est aussi d'importance dans le monde de la finance, c'est ce qui est la cyberintelligence pour ce qui est la lutte contre les cyberattaques. Donc les cyberattaques, comme vous savez, sont une plaie aujourd'hui. Je travaille moi-même sur les aspects de sa protection du campus de PFL en matière de cyberattaques. Donc on est attaqué sans arrêt. Et vous tous êtes attaqués sans arrêt. Comme vous savez, les serveurs sont absolument tout le temps attaqués par des malfaiteurs qui cherchent en fait les vulnérabilités et qui cherchent à entrer dans les systèmes informatiques des différentes organisations. Et donc là aussi, chaque organisation collecte des informations qui sont ce que l'on observe au niveau du réseau, si vous voulez, les traces, donc les logs, comme on dit, de ce qui se passe au niveau des réseaux. Donc chacun a sa vision locale. Mais ces informations-là ne sont pas révélées au public parce qu'elles sont sensibles, parce qu'elles peuvent révéler des vulnérabilités. Et donc, chaque organisation dispose d'une grande quantité comme ça d'informations qui sont extrêmement riches et extrêmement peu exploitées. Et donc, par les méthodes mentionnées précédemment, on peut également utiliser par l'intelligence artificielle cette information diffuse pour élaborer des modèles qui permettent de mieux se protéger par rapport aux cyberattaques. Donc, c'est un autre exemple. Nous-mêmes avons démarré cette activité-là du côté médical. Et maintenant, si on compare un petit peu le monde financier, le monde médical a environ 40 ans de retard en matière de numérisation par rapport au monde financier. Mais dans ce domaine-là, par contre, le monde médical a probablement un petit peu d'avance parce qu'on est proche de la recherche scientifique. Alors, nous avons déjà déployé ce type de solution il y a 4 ans, pardon, en avril 2020. Entre l'IHUG, le CHUV et le Inselspital pour une application dans le domaine de l'oncologie. Donc le but, cette fois, ce n'est pas des données clients, c'est des données patients. Donc on a des données qui se trouvent dans chacun de ces 3 hôpitaux universitaires, quelques milliers de patients par hôpital. Et puis l'objectif, c'est d'arriver à faire du calcul de type intelligence artificielle sur ces données en les laissant là où elles sont, en les laissant en silo, dans leur silo, mais néanmoins en élaborant un modèle qui tire profit de l'existence de ces données pour en obtenir un modèle qui soit aussi fiable que possible
pour le soin et pour la recherche médicale. Ça va? Voilà. Et donc, voilà un exemple. Après, on a étendu ceci, effectivement, donc, y compris du côté de Zurich et de Bâle. Et donc là, très rapidement, hein, le but, si vous voulez, c'est de pouvoir faire, d'une part, de l'exploration de cohortes, c'est-à-dire identifier quels sont les patients qui correspondent à un certain nombre de critères, et puis ensuite, de faire de l'analyse, c'est-à-dire sur la cohorte identifiée, analyser et comprendre finalement est-ce qu'il y a un élément déclencheur au niveau du génome qui aggrave la pathologie ou qui empêche l'utilisation de certains traitements ou qui, au contraire, favorise l'utilisation de certains traitements et ainsi de suite. Voilà. Alors, dès qu'on fait des choses qui vont dans le monde réel, on rencontre les juristes, évidemment, et donc il faut réaliser, en plus, ce qu'on appelle un DPIA, Data Protection Impact Assessment, en terminologie RGPD ou GDPR, dans laquelle il faut montrer le status ante, donc montrer finalement ce que sont ici, vous avez colonne après colonne, vous avez les menaces, la vraisemblance ou la probabilité de la menace, l'impact de la menace, le risque, et puis le niveau de risque. Et puis ici, donc c'est représenté de manière un petit peu pictorale, avec des couleurs, donc le vert étant ça va bien et le rouge ça va pas. Et puis ensuite, il faut montrer qu'une fois qu'on a déployé l'outillage proposé, eh bien, la situation s'améliore sensiblement. C'est comme ça que les autorités finalement de protection de données donnent leur feu vert à ce genre d'approche. Donc, on a fait tout ça, et donc c'est comme ça qu'on a petit à petit surmonté notre autisme d'informaticien. C'est peut-être la phase la plus délicate du projet, et initier disons, dialogue fertile, non seulement avec les médecins et les bioinformaticiens et les directeurs d'hôpitaux, mais aussi avec les juristes qui sont dans les hôpitaux. Et puis, donc, nous avons montré finalement la relation entre les PETS dont je vous parlais et les articles de loi de RGPD qui correspondent finalement aux protections qui sont apportées. Donc ça, c'est un article que vous pouvez trouver facilement en ligne. Alors, c'est appliqué au domaine médical, mais la transposition modèle financier au monde financier est immédiate. Article justement rédigé par un juriste, un bioinformaticien, un généticien, un cryptographe, etc. Donc, on a vraiment mis tout le monde autour de la table pour arriver à cet objectif. Puis on a déployé ça, et donc vous avez ici le visage souriant d'un de nos utilisateurs, qui est le professeur Olivier Michelin, qui est en charge de l'oncologie à Lausanne, mais aussi maintenant, comme vous savez, probablement au HUG. Avant de conclure, avant-dernier slide, et peut-être le plus abstrait, attention, c'est comme là, on est comme chez le dentiste, on va piquer, ça va faire un petit peu mal, mais après ça ira mieux, hein. Donc attention, une minute un petit peu plus douloureuse. Donc, si vous voulez faire du share without sharing, ça veut dire vous voulez partager sans partager. Ça veut dire vous voulez réaliser, vous avez des données qui sont à différents endroits et vous n'avez pas le droit de les centraliser, ce qui est très fréquent. Dans le monde régulé, c'est très très fréquent qu'on soit dans cette situation-là. Donc, finalement, ce sont des organisations qui se font suffisamment confiance pour vouloir travailler ensemble, mais pas suffisamment confiance pour s'envoyer les données parmi. Ou bien ça peut même être à l'intérieur d'une organisation, par exemple une grande banque, qui n'a pas le droit de transférer des données au travers de frontières internationales. Vous avez aussi des contraintes de ce genre-là. Alors, si on veut réaliser ça, on part ici du gros point, du point noir qui est ici représenté. Vous pouvez soit utiliser une solution, c'est d'utiliser le hardware. C'est-à-dire vous avez des processeurs spécialisés vers lesquels vous envoyez, vous chiffrez d'abord à chacun des endroits, donc vous encryptez, vous envoyez vers ce processeur spécialisé. Là, on fait un déchiffrement, on fait un traitement en clair, le calcul en clair dans ce processeur spécialisé, qui va ensuite encrypter, chiffrer les résultats et va les envoyer à qui de droit. Alors, c'est une solution qui fonctionne, donc il y a des produits qui font ça, mais le gros inconvénient, c'est qu'il y a deux inconvénients. Le premier, c'est que vous devez faire confiance aux fabricants de ce produit-là, parce que sinon évidemment, tout le système tombe par terre. Et l'autre, c'est que vous devez quand même transférer les données de manière chiffrée, mais vous devez quand même les transférer.
Donc, c'est une solution de court terme, mais que nous ne recommandons pas. Nous recommandons plutôt le côté software, le côté algorithmique. Alors, dans le côté algorithmique ou software, là, une solution peut être ce qu'on appelle le vanilla federated learning, c'est-à-dire on fait les calculs localement, chacun pour soi, et puis on prend les résultats partiels, par exemple de chaque banque, et on les envoie, et puis on fait les calculs, et on se dit, de toute façon, c'est suffisamment compliqué, quelqu'un de malicieux ne va jamais arriver à reconstruire l'origine, si vous voulez. Et ça, c'est une erreur, parce qu'il y a de nombreux papiers qui ont montré qu'en fait, on peut tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire. Il faut absolument protéger les agrégats partiels. Alors, pour protéger les agrégats partiels, vous avez encore deux possibilités. Une possibilité, c'est de bruiter. Vous ajoutez un tout petit peu de bruit, c'est-à-dire vous ajoutez un petit peu d'erreur en fait, dans les données, de manière à rendre plus difficile la reconstruction des données d'origine. Mais ça, c'est un gros inconvénient parce que, en fait, vous péjorez la qualité du modèle et donc vous péjorez finalement les résultats que vous allez obtenir. Donc, la solution propre, c'est d'utiliser la cryptographie, pas cryptography, not cryptocurrency, bien sûr, attention, c'est la cryptographie. Et là, c'est la combinaison, si vous voulez, du chiffrement homomorphe et de Secure Multiparty Computation qui va permettre d'avoir finalement ce qu'on appelle le Multiparty Homomorphic Encryption qui permet effectivement de construire les résultats dont je vous parlais. Donc, c'est l'entreprise dont je vous parlais fournit justement ce genre de solution. Alors, le but, donc finalement, ce qu'on a vu, c'est que on peut faire de l'IA sur des données décentralisées et ça fonctionne. Et ça, c'est absolument crucial parce que pour faire de l'IA, il faut des données. Si vous n'avez pas de données, en quantité suffisante, on peut oublier. C'est absolument fondamental d'avoir suffisamment de données et de composer avec les contraintes du monde régulé. Et donc, cette approche permet, si vous voulez, de réaliser, par exemple, de la détection de fraude à grande échelle avec une beaucoup plus grande efficacité que lorsqu'on n'a que les données partielles. Voilà. On a vu aussi l'application au monde de la cybersécurité, qui est également intéressant pour le monde de la banque. Voilà. Et donc, comme indiqué, évidemment, c'est utilisé dans d'autres verticaux, en particulier le monde de la médecine. Voilà, donc sur ces fortes paroles, j'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très éclairante et qui nous montre qu'il existe des solutions, en tout cas à l'avenir aussi pour les banques, pour faire face aux défis que présente la protection des données. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, et vous en avez certainement, donc gardez-les bien au chaud, vous pourrez les poser à la fin lors du panel. Maintenant, on passe à la deuxième partie de ce séminaire, donc un exposé sur la protection des données et cybersécurité, expérience récente, qui sera donc présenté par mes collègues. Et le premier à intervenir, c'est Maître Joël Pahu. Pardon. Je te laisse la parole. Merci, ouais, on va. Voilà. Alors. Voilà, bonjour à tous. Alors, on a mis au pluriel expérience récente. En réalité, je m'aperçois qu'on aurait peut-être dû mettre. C'est peut-être un petit peu trompeur parce qu'à vrai dire, on va principalement vous parler d'un cas, mais un cas qui permet à lui seul d'illustrer plusieurs enjeux, plusieurs problématiques de protection des données et de sécurité de l'information. Il y a déjà eu le teaser avant, donc il s'agit du cas X-Plane, qui a été largement médiatisé l'année dernière, encore il y a quelques semaines avec les rapports du préposé et le rapport d'enquête administrative dont on va parler aujourd'hui et qui a été médiatisé encore aujourd'hui parce que j'ai vu que ça occupait certains parlementaires. Voilà, ça s'agite au Parlement pour savoir dans quelle mesure et surtout comment la Confédération doit améliorer, peut et doit améliorer la sécurité de l'information et la protection des données. Donc, en une phrase, le cas X-Plane, c'est l'illustration de l'importance de la gestion des cybermenaces de tiers, de Third Party Cyber Risk Management, ça sera la seule expression anglaise que j'utilise aujourd'hui, a priori. Donc, il s'agit d'identifier, évaluer, gérer
les risques que présentent les tiers et, dans le cas présent, les fournisseurs, pour la sécurité de l'information, pour la protection des données d'une organisation. Et c'est quelque chose, quand on pense à des services cloud qui est assez évident, c'est quelque chose qui est moins évident peut-être, ou en tout cas qui était moins évident pour la Confédération, quand on pense, comme Explain, à un fournisseur de logiciels, qui a priori, lui, n'est pas censé héberger nos données. Le déroulement, donc, juste pour resituer, on sait qu'en juin 2023, il y a eu une fuite de données auprès de cette société basée à Interlaken, qui est Explain AG, qui est un relativement petit fournisseur de logiciels dans le domaine. Il y a une deuxième expression anglaise, en fait, Homeland Security, mais ça, c'est la leur, je l'ai piqué. Et donc, dans des circonstances sur lesquelles on ne va pas s'étendre et qui ne sont pas à 100% clarifiées selon la Confédération, un certain nombre de données ont été piratées et à la suite d'une demande de rançon qui est restée impayée, les hackers ont mis les objets, les items, toutes ces données sur le darknet. Le NCSC, qui est devenu aujourd'hui l'Office de la cybersécurité, a fait à l'époque une analyse pour dire on a 1,3 million d'objets qui sont sur le darknet, mais en réalité, on en a environ 9000 qui appartiennent à la Confédération et qui sont pertinents. Donc, ce n'est pas juste des données système, c'est des données où il y a quand même de la matière dedans, de l'information dedans. Et là-dessus, on a 95% de ces items qui proviennent du DFJP, donc de FedPol, de l'Office fédéral de la justice, du secrétariat des migrations et du centre de services informatiques du DFJP. Et vous avez un solde qui concerne la défense, qui concerne les finances, surtout les douanes, et le DFAE. Mais attention à ces proportions et ces chiffres, parce que ça veut tout et rien dire. Vous pourriez avoir seulement 5 items, mais si ces items sont des informations complètes sur tout ce qu'il faut savoir sur les conseillers fédéraux, et ben vous avez un problème. Et donc, ça vous rassure pas beaucoup de vous dire, ah bon, on en avait que 9000. Voilà. Ou respectivement, on n'est concerné qu'à 5%. Le Conseil fédéral a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative. Notre étude a eu l'honneur de réaliser cette enquête administrative et de rendre son rapport fin mars. Le rapport a été rendu public, ce qui permet une certaine liberté de parole aujourd'hui. On va essayer de rester strictement dans le cadre du rapport publié. Mais voilà, le 1er mai 2024, le rapport d'enquête administrative a été publié. Et en parallèle, le même jour, 3 rapports ont été publiés par le préposé à la protection des données. Un sur Explain en tant que tel, et un rapport sur FedPol et un rapport sur les douanes, l'OFDF. Quelles questions ont été traitées dans l'enquête administrative? Alors, dans le fond, comment les données sont parvenues chez Explain? Pourquoi ces données sont à Interlaken? C'est la première et la grande question. Quelle est l'ampleur du problème? Alors, sur ces deux questions-là, ce qu'on a pu constater dans l'enquête administrative, c'est d'une part qu'il y a des transferts par email, tout simplement, et une bonne partie d'emails non chiffrés en plus. Donc, vous avez des gens, soit de la Confédération, soit d'Explain, qui envoient tout simplement par email, avec des annexes, des données personnelles, parfois des données sensibles, parfois des données confidentielles. Vous avez des données qui sont mises à disposition sur des serveurs partagés. Vous avez aussi des flux de données dans le cadre de travaux de développement, de tests, de migration, où là, dans certains cas, au lieu d'utiliser une donnée pseudonymisée, une donnée test, des données réelles ont parfois été utilisées. L'ampleur du problème, alors j'y viens d'y faire allusion. D'un côté, on peut dire qu'il y a relativement peu de cas, mais dans certains cas, on a constaté des volumes de données très importants. D'un autre côté, on a découvert un mécanisme qui s'appelait Error Reporting, sur lequel je vais revenir, qui est un mécanisme qui existait dans le cadre du support informatique offert par Explain. Et ce mécanisme-là, au fil du temps, il a très probablement conduit à de nombreux transferts de données, mais peut-être là, on pourrait dire de façon relative, des petits transferts à chaque fois. Mais évidemment, mis bout à bout sur plusieurs années, ça peut faire beaucoup. Déficience, est-ce que alors les données, on sait que les données sont chez Explain, on sait qu'il y a un problème, est-ce qu'on y a vu des déficiences en termes d'organisation, de processus, de technique? Est-ce qu'on a constaté que la Confédération et les unités concernées n'avaient pas respecté leur devoir de choix, d'instruction, de surveillance? La réponse très courte est oui, sur certains aspects en partie, sur d'autres aspects complètement. Et le but aujourd'hui, c'est de se concentrer sur certaines facettes du problème qui nous ont paru centrales et de les illustrer avec quelques exemples tirés du rapport.
On va parler d'abord de la question des contrats et des processus. C'est la partie que vous présentera Marine. Et on va parler ensuite, et c'est vraiment absolument fondamental, même si ça paraît un lieu commun comme ça, c'est la question de la formation qu'évoquera Claire. Alors, sur la base de cet état de fait, rappelons tout d'abord quelles sont les exigences contractuelles qu'on doit mettre en œuvre en fait, quand on est face au recours à un prestataire externe. Donc, toute société se demande, première question en matière de protection des données, est-ce que le prestataire externe est un sous-traitant au sens de la LPD? C'est-à-dire, est-ce qu'il traite les données au nom et pour le compte du responsable de traitement? Ou au contraire, est-ce que, est-ce que le prestataire n'est pas un sous-traitant? Donc, par exemple, parce qu'il a un accès tout à fait incident à des données personnelles, donc un accès très limité, qui n'est pas nécessaire pour rendre le service, ou peut-être même qu'il n'a pas accès du tout à des données personnelles. Par contre, attention, c'est pas parce qu'on n'a pas accès à des données personnelles que ce ne sont pas des données confidentielles qui doivent être protégées par des mesures de sécurité, bien entendu. Donc, si on est en présence de l'hypothèse 1, donc un prestataire qui est un sous-traitant au sens de la LPD, il faut bien entendu mettre en œuvre les clauses contractuelles habituelles que vous connaissez certainement. Donc, par exemple, l'obligation de respecter les instructions du responsable du traitement ou bien encore l'obligation de mettre en place des garanties en cas de transfert transfrontière de données ou l'obligation pour le sous-traitant de notifier un incident de sécurité. Par contre, dans les 2 hypothèses, donc sous-traitant ou pas sous-traitant, on doit mettre en œuvre des mesures de sécurité, donc on appelle des mesures, techniques et organisationnelles, dans le contrat. Ça prend souvent la forme d'une annexe au contrat et ces mesures de sécurité doivent être vraiment tailor-made, donc vraiment faites en fonction du service qui est, fourni par le prestataire, du risque qui est posé par ce service. Et celui-ci est calculé en fonction du type de données. Est-ce qu'il y a des données sensibles? Est-ce qu'il y a des données particulièrement confidentielles? Est-ce qu'il y a des données de clients? Mais aussi du volume de données. Et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à une évaluation du risque qui permet de mettre en adéquation les mesures de sécurité qui vont venir ici réduire ce risque. Ces mesures de sécurité, bien entendu, il est très important, de les mettre à jour quand le service est étendu ou quand on a une nouvelle fonctionnalité du logiciel, parce que sinon on reste évidemment à l'âge de pierre, donc au moment où on a peut-être signé le contrat et puis on reste avec les mêmes mesures de sécurité qui seront plus adaptées aux services concernés. Donc là, pour Explain, on était face à un logiciel qui est fourni par un prestataire externe. La première chose qu'on se dit, c'est pas un sous-traitant. Pourquoi? Parce que le logiciel n'avait pas vocation à traiter des données personnelles. Effectivement, il a été créé par, le prestataire externe selon les besoins de la confédération, donc il a été adapté aux exigences de la confédération et ensuite il a été intégré par le prestataire externe dans le système de la confédération. Les collaborateurs de la confédération étaient les seuls à pouvoir utiliser le système et à côté de ça, on avait un contrat de service, d'Explain pour la maintenance, le support et le développement du logiciel. Mais dans toutes ces phases-là, donc la création du logiciel, son intégration et puis ensuite, sa vie un petit peu, donc support, maintenance et cetera. Explain n'avait pas besoin de traiter, de recevoir et de traiter des données personnelles. Pour autant, comme l'a mentionné Joël, c'est intervenu. Il y a eu un transfert et un traitement de données personnelles. Donc là, on est face à une sous-traitance de fait qui n'était pas prévue par le contrat, mais qui dans les faits, est intervenue. Alors maintenant, passons, aux mesures de sécurité qui doivent être intégrées au sein de la société, heu, pour pallier, enfin, ouais, c'est vraiment le pendant des mesures peut-être de sécurité qui sont imposées, aux prestataires de services. Maintenant, voyons les mesures de sécurité qui sont intégrées auprès du responsable de traitement. Les plus importantes, c'est probablement le cas de la limitation, des accès, donc la limitation des accès à la fois
à l'interne, donc au niveau des collaborateurs du responsable de traitement, qui doivent avoir accès uniquement sur une base de need to know, donc avoir accès aux données dont ils ont besoin pour faire fonctionner le logiciel, par exemple. Et aussi du côté du prestataire où on ne peut lui donner accès, on ne peut lui transférer que les données personnelles qui sont absolument nécessaires pour qu'il rende son service. Et cette limitation des accès doit être couplée avec une sorte de check and balance, c'est-à-dire un système des 4 yeux, donc 2 collaborateurs, du responsable de traitement qui doivent valider une demande d'accès, pour avoir une sorte, voilà, de pondérisation des pouvoirs et pour qu'il n'y ait pas seulement une validation pour un accès à certains types de données particulièrement confidentielles ou une masse importante de données ou un traitement qui pose un risque particulier. Cette limitation des accès, elle doit être couplée à un blocage automatique, donc intégré dans le système en cas de traitement suspect. Ce traitement suspect, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, un téléchargement ou un transfert massif, de données depuis l'environnement IT de la société, donc du responsable de traitement, vers un environnement externe, que ce soit celui personnel d'un collaborateur ou que ce soit celui, par exemple, du prestataire externe. Donc ce blocage doit permettre, d'empêcher le téléchargement ou le transfert ou le traitement qui est suspect et ensuite générer une alerte auprès, par exemple, du responsable IT qui pourra ensuite, analyser le bien-fondé, de cette alerte. Joël, tu voulais donner un exemple sur le... Peut-être juste un exemple donc tiré de l'affaire Explain. Plusieurs unités de la Confédération avaient fait quelque chose d'assez intéressant. Ils appelaient ça l'onboarding. Donc ça consiste à fournir à un employé d'Explain qui travaille régulièrement pour une unité, de lui fournir un ordinateur de la Confédération, remis par l'Office fédéral d'informatique, une carte PKI qui va lui donner un certain nombre d'accès, un compte email. Donc on prend véritablement à bord un employé de notre fournisseur. Et puis en soi, alors je parle vraiment sous le contrôle des experts, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et on l'a entendu au cours de l'enquête administrative. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, parce que cette personne, elle travaille ensuite dans notre espace informatique, on peut contrôler ce qu'elle fait, voilà. Contrairement à si elle travaille dans son bureau d'Interlaken, on a une certaine forme de contrôle. Mais à condition d'exercer ce contrôle, je dirais il y a 2 conditions. Il faut d'une part que la personne elle ait les moyens de travailler dans l'espace en question. La personne qui a été onboardée, elle doit disposer des outils dont elle a besoin pour réduire la tentation qu'elle renvoie, si je peux prendre encore cet exemple. Elle envoie les informations à Interlaken pour les traiter le soir quand elle a fini de travailler aux douanes. Et d'autre part, il faut contrôler. D'autre part, il faut vérifier qu'elle utilise effectivement les moyens qu'on lui a donnés dans le cadre qu'on avait prévu. Sinon, ça se transforme en cheval de Troie. De nouveau, j'utilise pas dans un terme technique. Et enfin, alors parmi ces systèmes enfin, c'est des mesures de sécurité interne, hein, on peut mentionner aussi le système de détection des incidents, c'est-à-dire un système qui est intégré, au sein de la société, puis qui va venir alerter en cas d'intrusion, ou bien d'extraction suspecte, comme on le mentionnait avant, ou d'introduction d'un malware, par exemple, et qui va permettre ce système donc de détecter immédiatement une faille de sécurité, un incident, et ensuite, de suivre un petit peu, d'identifier ce qui s'est passé et puis de suivre, le développement, d'évaluer un petit peu, le risque lié à cet incident. Alors tous ces processus qu'on vient de mentionner, enfin on a mentionné plutôt les plus importants, surtout par rapport au cas dont on parle aujourd'hui, mais il faut les documenter, c'est-à-dire, vraiment mettre à l'écrit, qu'est-ce qui a été mis en place et en quoi ces systèmes, ces mesures de sécurité sont en adéquation avec le risque qui avait été identifié à la base, lorsqu'on a analysé les traitements qui étaient effectués par le prestataire de service. Et cette documentation va permettre de pouvoir démontrer qu'on a bien mis en place des mesures adéquates et suffisamment, alignées avec le risque qui a été identifié en cas de contrôle interne ou d'audit, du préposé ou autre. Et finalement, ces processus internes doivent être testés régulièrement pour pouvoir les mettre à jour aux règles, de la technique et puis aussi pouvoir les améliorer, les développer si on identifie, des failles de ces systèmes de sécurité ou s'il y a un développement des services qui nécessitent une mesure supplémentaire. Rapidement, un autre exemple tiré de l'enquête administrative. Vous avez les références sur la slide.
c'est une situation dans laquelle un employé, donc une personne qui travaille au sein de la police militaire, se retrouve face à une lourde tâche. Il doit entrer 156 nouvelles patrouilles dans le système Georasis. Et il le dit, ça lui prend beaucoup de temps. Et donc, il s'adresse à son support interne en disant, vous ne pouvez pas m'aider pour accélérer ça. J'ai préparé un tableur Excel où il y a toutes les informations. Donc, il y a le nom, il y a le prénom, il y a le numéro de téléphone portable de la personne, il y a le lieu d'affectation, l'entrée de le lieu et l'heure d'entrée en service, etc. Vous avez toutes sortes d'informations dans ce tableur. Et il envoie ça en disant, est-ce que vous ne pouvez pas le faire plus rapidement que moi manuellement? Et le support interne transmet tout simplement le tableur Excel à Explain. Explain rédige un script qui intègre toutes ces données et renvoie le script en retour. Et tout ça a été exécuté dans le système de production. Soit dit en passant, alors moi je ne suis pas un technicien, mais on m'a expliqué que c'est parfaitement inutile. Il n'y a pas du tout besoin de toutes les données qui sont envoyées. La plupart sont complètement inutiles. Et donc, ce flux de données personnelles a lieu dans le vide, mais il laisse des traces parce que ce fichier se trouve ensuite sur des serveurs à Interlaken. Le contrat ne le prévoit pas. Et là, ça montre bien et ça illustre bien le décalage entre les négociations contractuelles, la mise en place du contrat, des processus, et puis ensuite la réalité et la nécessité de surveiller que dans la réalité, il se passe bien ce qu'on avait anticipé. Parce que ici, a fortiori, on n'a pas de contrôle de l'effacement, évidemment. On ne pensait pas qu'ils avaient les données, donc on ne contrôle pas qu'ils les ont effacées. Et le tout illustre finalement, et c'est peut-être le plus frappant, un certain manque de sensibilisation, un manque de formation, et c'est justement le sujet dont on va vous entretenir, Claire. Oui, parce que effectivement, une fois que le contrat avec le prestataire externe a été négocié, a été signé, en principe, il va être rangé et plus personne va le toucher jusqu'au moment où, quelques mois ou années ou peut-être jamais, il y a un problème. De même, les directives sur la protection des données qui ont été rédigées en principe aux alentours du 1er septembre 2023 ont été faites. Si on est parfaitement honnête, la grande majorité des employés d'une société ne vont pas aller les revoir, à part le service juridique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ces informations passent et passent à l'ensemble de la société? Il faut que la société ait une démarche proactive et forme et sensibilise ses employés, et ce de manière continue tout au long de leur emploi. Donc, ces efforts de formation ont pour but de dispenser d'informations à tous les niveaux de la société afin que chacun puisse développer une certaine sensibilité, tant en matière de cybersécurité qu'en matière de protection des données. Donc, il va y avoir 2 publics cibles qui sont quelque peu différents. D'une part, c'est le département IT et d'autre part, c'est de façon plus générale l'ensemble des employés de la société. En effet, les membres du département IT vont être les personnes qui vont être en contact direct avec les prestataires de services externes. Donc, il est essentiel qu'ils sachent exactement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ce, avec chacun des prestataires externes, parce que chaque prestataire externe n'aura pas forcément le même accès aux données. Et donc, les règles de comportement du service IT vont changer dépendant du prestataire. De plus, en tout cas, dans notre expérience, si les informaticiens ont en principe une sensibilité accrue pour tout ce qui est cybersécurité, c'est pas forcément le cas en matière de protection des données. Donc, les formations qui vont être faites au service IT doivent bien expliquer les bases de la protection des données. Par exemple, déjà, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Ensuite, le fait qu'on ne peut pas transférer sans eau des données personnelles à un tiers. Et après, bon, il y aura des choses qui seront beaucoup plus, des focus qui dépendront de chaque société sur les activités concrètes et les besoins concrets de la société. Un autre point important et que Joël mentionnait tout à l'heure, il faut que le service IT se rende compte que si on a un prestataire de service externe, même s'il a une adresse email interne à la société, même s'il a un bureau dans la société, ça reste un externe. Et donc, il faut quand même qu'il y ait toujours une distinction et qu'on se rende compte de cette distinction. D'ailleurs, si je peux faire une toute petite parenthèse, ces externes qui ont été onboardés devraient également suivre des formations pour qu'eux aussi sachent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est vrai qu'au final, le but de toutes ces formations, c'est que si en cours d'un contrat avec un prestataire de service externe, il y a un développement qui a trait à la protection des données, les membres du service IT s'en rendent compte et en cas de doute, aillent voir que ce soit le service juridique ou le DPO s'il y en a.
Et du coup, je crois, Joël, tu avais un exemple que tu voulais nous présenter. Ouais, tiens, je te le tourne. Alors, rapidement, donc j'ai mentionné au début cette fonctionnalité Error Reporting. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Explain fournissait un certain nombre d'applications, de logiciels à ces différentes unités de la Confédération, et à un moment donné, qui n'a pas pu être situé exactement, mais c'est probablement déjà il y a quelques années, probablement 2015, voire 2017, dans une nouvelle version, 3.0, 4.0, je ne sais pas, des applications, ils ont introduit quelque chose, apparemment pour se faciliter la vie. C'est une touche qu'on clique. Donc, quand l'utilisateur est dans l'application, par exemple, l'employé des douanes qui scanne des passeports et qui vérifie que la personne, ça ne s'allume pas en rouge et puis qu'il ne faut pas demander à cette personne d'aller dans une petite salle, ce logiciel-là, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dessus, on clique sur une case qui s'appelle Error Report et ensuite ça active en arrière-plan un enregistrement. Ça fait un screenshot chaque seconde de ce qui se passe à l'écran jusqu'à ce qu'on rappuie de nouveau sur la touche. En parallèle, ça collecte tous les fichiers journaux et surtout, en parallèle, ça met dans un fichier zip l'entier du répertoire temporaire de l'application. Donc, la personne qui a un problème à 5h30 de la journée, tout ce qu'elle a fait pendant la journée dans l'application et qui se trouve dans le temporaire est déplacé automatiquement par le système dans un fichier zip. Le tout est emballé donc dans ce fichier zip. Et puis, ben, c'est ce qu'on s'est aperçu, c'est que si le premier niveau de support interne n'est pas en mesure de régler le problème, le fichier part à Explain, donc part à l'extérieur. Et on est même tombé sur des manuels d'utilisateurs qui expliquent à l'utilisateur comment faire et qui lui expliquent, voilà, il faut que si vous avez ce problème-là, le zip se crée à cet endroit-là, c'est l'illustration que vous avez, et ensuite il faut que vous le déplaciez dans le disque T2.transfert, qui est un disque auquel accède Explain ensuite directement. Donc voilà un exemple d'une fonctionnalité qui pose, qui a une. J'ai pas besoin de vous dire que ça pose des questions de protection des données accrues. Et le problème là, c'est est-ce que les gens à l'interne détectent ça, signalent ça, et puis et dans le cas d'espèce, bah malheureusement l'OFJ, on l'a dit dans le rapport, l'OFJ l'a repéré, les autres pas. Et il y a eu aussi un déficit de circulation de cette information au sein de la Confédération. Ça illustre une fois de plus la nécessité d'avoir cette sensibilité LPD et pas seulement purement IT de la part des gens qui sont au front. Dernière, on a encore deux. Non, mais je vais aller rapidement. Peut-être juste une dernière chose sur la formation du service IT. Une idée qui peut être intéressante, c'est de faire, en plus de formation ad hoc, des sortes de petits vadémécum ou aides-mémoires qui se tiennent sur une demi-page ou une page A4 et qui expliquent très brièvement les règles de comportement à avoir avec chacun des prestataires de services. Parce que en pratique, c'est quand même plus simple d'aller regarder son petit bout de papier qui est posé sur son bureau plutôt que d'aller retrouver que ce soit le contrat ou le 8e addendum au contrat ou la directive sur la protection des données qui sont enregistrées quelque part au fin fond de l'intranet. Et c'est vrai que ce type de document de vadémécum permet aussi incidemment de transmettre l'information au sein de l'équipe, mais également quand il y a des changements au sein de l'équipe. Parce que quand on onboard quelqu'un, c'est bien de leur expliquer comment il faut utiliser les applications, mais ces questions de cybersécurité et de protection des données doivent également être abordées pendant l'onboarding. Et si ça fait trop d'informations en même temps, les petits one-pagers sont quand même utiles. Ensuite, voilà. Et dernière slide, le deuxième pan de la formation est quelque chose de bien plus général et s'applique à tous les employés de la société. C'est quelque chose qui est souvent mis en place ou déjà mis en place en matière de cybersécurité, peut-être un peu moins en matière de protection des données à ce jour, mais ça va porter sur des questions très pratiques, bon, déjà sur les grands principes de la protection des données, mais également sur des questions pratiques qui sont utiles à tous les employés, que ce soit par exemple, on n'a pas le droit de transférer des données personnelles sur son adresse email privée. On n'a pas le droit de downloader des documents de la société sur son ordinateur privé. Ou encore, on n'a pas le droit de transférer des documents à un tiers qui n'est pas autorisé. Un autre point qui peut être, dépendant des circonstances, important ou utile d'informer ses collaborateurs, si vous avez des prestataires tiers qui sont autorisés à traiter des données personnelles, d'informer les collaborateurs et d'expliquer dans quelle mesure et quelle est l'étendue de cette autorisation.
Pratiquement, après ces séances de formation qui peuvent parfois être un peu abstraites, on peut imaginer faire soit des cas pratiques qui rendent la matière un peu plus concrète, ou également, et comme ça se fait déjà en matière de cybersécurité, faire des tests à intervalles réguliers pour voir à quel point ces principes de protection des données et de cybersécurité ont été intégrés par les employés. Donc, on arrive au terme de notre présentation. Je crois qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. On est désolé pour ça, mais on est ravis de répondre à vos questions si vous en avez durant le Q&A. Merci beaucoup, Marine, Claire et Joël, pour cette présentation. Donc, on voit à quel point ce dossier Explain met bien en lumière les risques et les enjeux liés au recours à des prestataires externes. Et maintenant, je vous propose de prendre un peu de distance par rapport à la Suisse et d'aborder un thème européen que va nous présenter Cyril. À l'instant, je te laisse la parole. Merci Antoine. Juste peut-être un mot avant de commencer sur la dernière présentation qu'a fait Claire. Juste pour information, ça fait déjà 4-5 ans que je n'accepte plus de mettre en conformité des organisations si on n'a pas d'abord formé tout le monde. Le métier, évidemment, legal et compliance, généralement ça va, mais l'IT, et on fait une demi-journée où on parle de la même chose. C'est quoi une donnée personnelle? C'est quoi un traitement? Est-ce que le fait de stocker une donnée sans savoir même qu'elle est là, c'est un traitement, etc. Comme ça, on parle de la même chose. Toute autre expérience, dans mon recul, est négative, en fait. Il faut juste commencer par ça. Désolé pour la petite incise. Donc, on va parler un petit peu de la situation dans l'Union européenne. Donc, pour dire que, je vais faire un panorama rapide, j'ai fait exprès des slides tout petits pour que vous ne puissiez pas les lire. Donc, la cybersécurité, c'est évidemment une préoccupation qui est très ancienne, mais avec je voudrais juste faire 2 minutes d'historique parce que je trouve que c'est intéressant. Dans les années 90, on commence déjà à avoir des attaques et des cyberattaques. Ça commence déjà à devenir une préoccupation. D'ailleurs, la première directive européenne sur la protection des données contenait déjà un embryon d'obligation de sécurisation des données. D'ailleurs, ça a même été transposé dans certains pays, comme le Luxembourg, aussi l'Allemagne, un peu plus tard, en des sanctions pénales. C'est-à-dire qu'on avait des sanctions pénales lorsque on avait été attaqué et que des données, par exemple, avaient fuité. Ce qui est intéressant, c'est même de voir, par exemple, au Luxembourg, ces amendes étaient 5 à 10 fois plus importantes pour l'entreprise attaquée que pour le hacker. C'est intéressant. À l'époque, ça n'a pas été compris d'ailleurs. On pensait qu'il y avait une erreur dans le texte. Non, c'était volontaire et je pense qu'on va y venir. C'est que le début. Donc, à l'époque, dans les entreprises, je parle de la fin des années 90, il y a essentiellement une ignorance de ces problèmes-là. En parallèle, on voit arriver à la même époque l'externalisation, puis ensuite plus tard les BlackBerry et tout ce genre de choses. Donc, tout ce qui donnait des gains de productivité qui étaient sympathiques. Et donc, du coup, on a pris massivement ces avantages en gain de productivité. Et dans mon expérience de l'époque, certaines de têtes grises ou chauves dans l'assistance sont peut-être connues, au niveau du management, il y avait essentiellement, on va dire, du mépris, hein, en tout cas, certainement une ignorance. On prenait, et donc, pour moi, une attitude qui n'est pas exemple d'un certain cynisme. C'est-à-dire, on prenait tous les gains de productivité, on savait que ça posait des risques, mais on s'est dit, les risques, on les verra plus tard. Et donc, évidemment, dans les années 2000-2010, on voit quoi? On voit une montée en puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une, c'est pas une entreprise qui se fait attaquer de temps en temps. S'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un incident, ça devient un peu un phénomène de masse. Donc, les gens commencent un peu à s'inquiéter. On continue à prendre tous les gains de productivité, le cloud, Internet, interconnexion, le travail à distance, etc., etc. Merci. Et donc, à ce moment-là, on voit que il y a une prise de conscience, l'ignorance s'arrête, et dans les organisations, on commence un peu à s'inquiéter. Mais enfin, au niveau du management, ça reste quand même quelque chose de secondaire. On voit ça un peu comme un coût. Et on se dit que c'est quelque chose sur lequel il n'y aura jamais réellement de retour sur investissement. Et ça se sent dans les organisations. Dans les années 2010-2020, là maintenant, la cybercriminalité, c'est un phénomène du quotidien. Tout le monde est touché, même les consommateurs. Donc tout le monde commence à devenir un petit peu sensibilisé à cette question-là. Au niveau européen, on a le RGPD qui arrive. Et le RGPD ne fait pas de la sécurité de l'information une des multiples obligations. C'est un des 2 piliers essentiels. Il y a la conformité légale et contractuelle, et puis il y a la cybercriminalité, la cybersécurité. À partir de cet instant-là, par exemple,
je cesse de pouvoir mettre en conformité intégralement une entreprise tout seul, même si je suis un ancien informaticien. Il y a trop de technicité, il y a trop d'enjeux et il faut des gens qui sont spécialistes. Donc, je commence déjà, par exemple, à travailler avec des experts en sécurité de l'information, ce que je fais toujours. Cela dit, on voit bien au niveau des organisations, ça continue d'y avoir une réticence. C'est toujours un coût et on ne voit pas pourquoi on doit faire ça ou en tout cas le faire avec un budget contraint. Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est plus simplement une affaire de geeks, comme on dit. Les États s'en occupent, les mafias s'en occupent, il y a aussi des hackers éthiques, tout le monde y prend part. La guerre économique contre la Chine, la guerre en Ukraine, tout ça, évidemment, ça devient des phénomènes courants. En mars, le gouvernement du Luxembourg reçoit une délégation ukrainienne. Le lendemain, tous ces sites sont bloqués pendant 24 heures. J'ai cru comprendre d'ailleurs que vous avez connu en Suisse une mésaventure similaire. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les cibles ont changé. Avant, on attaquait les banques, on attaquait éventuellement des sites étatiques. Aujourd'hui, on s'en prend aux municipalités, on s'en prend aux hôpitaux, on s'en prend aux écoles, c'est-à-dire que plus personne n'est à l'abri. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce phénomène devient réellement massif à partir de ce moment-là. Quand on regarde, par exemple, les secteurs les plus attaqués, la finance n'est même pas en tête. C'est-à-dire qu'on attaque quoi? La production, on attaque, par exemple, le commerce, l'éducation, c'est-à-dire des choses sur lesquelles les pirates ne vont pas réellement gagner de l'argent directement. C'est-à-dire on s'attend d'habitude à ce qu'on attaque plutôt les services financiers, et ce n'est plus la majorité des cas, finalement. On voit ici que c'est même pas à 20%. On voit aussi que, je vous ai mis quelques chiffres, les sources datent de l'année dernière et du FMI, qu'il y a énormément de pays encore qui ne sont pas réellement organisés par rapport à ça. L'Union européenne a voulu prendre le leadership. Donc, il y a une prise de conscience. D'abord, on est tous massivement des gestionnaires de données. C'est ça qu'on fait. Voilà. Si vous nous supprimez nos données, quel que soit le métier, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, si on supprime la donnée, vous ne travaillez plus. Voilà. Et c'est vrai pour moi aussi, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, à partir du moment où on sent qu'on a cette vulnérabilité à la donnée, alors il faut protéger cette ressource, il faut la défendre. Et on voit petit à petit des textes qui deviennent un peu hybrides. Le RGPD, par exemple, là, je vous ai recopié l'article 32 du RGPD qui dit qu'il faut pseudonymiser les données, par exemple, très bien, ou les chiffrer. Et on voit qu'il faut mettre en place des moyens qui permettent de garantir la confidentialité. Vie privée, confidentialité, je peux comprendre. L'intégrité des données. Déjà, par rapport à la protection de la vie privée, si vraiment le RGPD est à propos de vie privée, on s'éloigne un petit peu du sujet. Ensuite, la disponibilité de la donnée. On commence à prendre des distances sérieuses. Et enfin, la résilience constante des systèmes. En tant que personne concernée, comme on dit, data subject, si mes données sont chez ma banque et que ma banque perd l'accès à sa donnée pendant quelques heures, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je vais souffrir éventuellement un petit retard ou une dégradation de service, qui pour moi est plus de nature contractuelle et peut-être réputationnelle. Mais donc, on voit bien qu'il y a une montée en puissance, que les autorités européennes commencent à se mêler de ce qui, avant, ne les regardait pas. On n'est pas juste dans la confidentialité. Pour moi, le RGPD est un prétexte à s'occuper de bien d'autres choses. Donc, le cyber, ce n'est plus un nice to have aujourd'hui, c'est une obligation qui est évidemment sanctionné par le RGPD. Il manque encore cette prise de conscience chez beaucoup d'acteurs. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu économique et de souveraineté. Je vais y revenir. Donc, on voit les textes qui se multiplient, le RGPD en 2018. Déjà, on avait eu une directive sur la sécurité des systèmes essentiels qu'on appelle NIS en 2016, c'est-à-dire on prend les opérateurs essentiels, eau, électricité, énergie, etc., transport, Internet, et on leur demande d'avoir une cybersécurité qui est au-delà avec des normes spécifiques. On en est déjà au NIS 2 maintenant, donc il y a un update qui a été fait 6 ans plus tard, 2022, et donc le grand changement déjà qu'ont impulsé ces textes, RGPD, NIS, c'est lorsqu'il y a une catastrophe informatique, lorsqu'il y a un incident de sécurité, on ne le cache plus sous le tapis. On le publie, on le notifie aux autorités. Et ça, c'est un changement nouveau. En un quart de siècle de carrière, j'ai rédigé peut-être une centaine de plaintes sur des cyberattaques. J'ai dû en déposer 5 ou 7, peut-être. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, le conseil d'administration disait « ça fait mauvais genre, on n'a pas envie d'en parler », et donc on décidait de cacher ça sous le tapis. C'est inacceptable comme position. Évidemment, on ne combat pas la cybercriminalité comme ça. Et on n'assure pas non plus la sécurité de nos marchés comme ça. Donc maintenant, il y a un nouveau texte qui arrive,
DORA, si vous ne le connaissez pas, vous allez bientôt le connaître, le Digital Operational Resilience Act, entré en vigueur il y a 2 ans et qui nous donne généreusement jusqu'à janvier 2025 pour nous mettre en conformité. DORA s'intéresse au secteur financier. Mais à mon avis, c'est simplement le précurseur d'un texte qui va devenir global et qui va s'attaquer un jour à tout le monde, et y compris d'ailleurs les organisations qui ne sont pas dans le secteur marchand. Donc, ce texte DORA vise à harmoniser les normes de sécurité afin que dans l'Union européenne, on ait une approche commune qui est en fait simplement l'état de l'art que tous les experts en sécurité de l'information crient depuis des années qu'il faut mettre en place. Et quand je dis des années, c'est au moins, je l'entends, cette musique depuis plus de 20 ans, sur la manière de connaître le risque, de gérer le risque, et qui a été ignoré jusqu'à maintenant. Et ben maintenant, on prend le b.a.-ba de la gestion du risque et de la sécurité de l'information et on en fait un texte, ça s'appelle DORA. Et donc, 5 piliers dans DORA: la gestion des risques informatiques, donc mettre en place un cadre de gestion du risque. Très bien, ça a l'air simple, à condition d'avoir la bonne approche, la bonne méthodologie. Donc, dans l'Union européenne, on a une méthodologie de gestion des risques qui est créée par l'Agence européenne sur la sécurité de l'information, l'ENISA. Sauf que la méthodologie ENISA est tout sauf simple. La plupart des organisations sont incapables de mettre en place réellement je dirais, dans une approche sincère, une méthodologie ENISA. Donc, ça devient compliqué. Il faut apprendre à faire ça. Et il faut évidemment pour nous qu'on puisse accompagner les organisations dans cette démarche. Ensuite, une indépendance de la fonction du risque, de l'audit interne, du contrôle interne, etc. C'est-à-dire assurer des séparations. Je connais des organisations dans lesquelles c'est tellement bien fait. J'ai appris ça il y a quelques semaines. Un de mes clients, une banque luxembourgeoise, et pas la plus petite, qui a aujourd'hui une organisation interne qui fait que lorsqu'il y a un soupçon de blanchiment ou dans un secteur complètement différent, un soupçon d'incident de sécurité de l'information qui peut constituer un data breach au niveau RGPD, la fonction qui est en charge va immédiatement notifier à l'autorité avant même d'en parler au management. Et ça, c'est tout nouveau. Je viens de le découvrir chez un de mes clients il y a 15 jours. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que la notification doit être automatique. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Que pourrait faire le management dans une intervention sur une notification de cette nature? Guère apporter de valeur ajoutée. Donc, ça serait généralement plutôt pour retrancher des choses. Et je trouve que c'est une approche intéressante de forme d'autorégulation et de sincérité par rapport au régulateur. Et ensuite, on attend le retour du régulateur pour informer le management en lui disant « on a fait un filing il y a 2 semaines et le premier retour qu'on a du régulateur est tel et tel ». Et le management l'apprend à ce moment-là. C'est un peu novateur, hein. Je vous dis que je suis un peu tombé de ma chaise lorsque je l'ai appris, mais c'est intéressant parce que ces textes-là vont nous pousser dans cette direction-là. Ensuite, des normes reconnues, évidemment, suivre des normes de gestion de sécurité de l'information, ISO 27001, etc. Une formation du personnel et de la direction, et ça c'est bien insisté dans DORA, la direction aujourd'hui doit également être formée, et des systèmes de backup et de résilience. Ensuite, la notification d'incidents, donc mettre en place un système de détection et de gestion des incidents comme celui que je viens de mentionner, suivi, documentation et traitement homogène, c'est-à-dire qu'on doit avoir une grille d'analyse par rapport à la typologie des incidents, à la gravité de l'incident, avec la manière dont on va y réagir. Ça implique là aussi d'avoir une nomenclature admise en interne et éventuellement au niveau d'un secteur. Peut-être le secteur financier se dotera-t-il de sa propre nomenclature. Une notification obligatoire aux autorités, intéressant, en 3 volets, initial, pendant le cours du traitement de l'incident et à la clôture de l'incident. Donc 3 notifications pour dire comment on a géré la chose, des communications, éventuellement avec des CSIRT, donc des organisations globales, sectorielles ou autres, ou nationales, et dans lesquelles on va pouvoir faire remonter l'information et faire un partage d'informations sur un scénario d'attaque, par exemple. Et le but, évidemment, est d'éviter la répétition de l'incident. Ensuite, on va avoir des obligations de tests relatifs à la résilience, faire des tests annuels de vulnérabilité et de résilience, identifier les faiblesses des systèmes, y inclut la revue des codes sources, hein, c'est mentionné dans le texte DORA. Beaucoup d'organisations ont la compétence en interne de pouvoir faire une revue des codes sources pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, ce qui veut dire qu'il va nécessairement y avoir un marché qui va émerger
de la part de gens qui ne font pas simplement du développement ou même qui s'interdisent de faire du développement et qui font une sorte de contrôle technique du software. C'est quand même assez nouveau aussi. Des tests d'attaque ou de pénétration fondés sur des scénarios qui vont évidemment derrière être mis en back-to-back, comme on dit, avec de l'intelligence artificielle qui apprend de ces scénarios et qui protège les organisations. Ça, on commence déjà à le voir de manière assez courante maintenant. Et des tests requis pour toute implémentation d'un nouvel arrangement informatique. Donc, à chaque fois qu'il y a une externalisation, un outsourcing, comme on dit, il faut d'abord tester, etc. Ce qui est radicalement opposé à la manière dont les entreprises, dans mon expérience, choisissent leurs fournisseurs. Certes, il y a un cahier des charges. Dans les très grosses organisations, les grands groupes internationaux, généralement, il y a un cahier des charges assez lourd. Beaucoup d'organisations se contentent d'acheter un prix, généralement. Et lorsqu'il y a un fournisseur qui est moins cher qu'un autre, généralement, on signe le contrat et ensuite, on vient voir des gens comme nous en demandant de mettre ça en conformité. Ce n'est pas toujours simple de mettre ça en conformité. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut une analyse du risque prestataire qui est maintenant le 4e pilier. Et ça, c'est effectivement, tout à l'heure, vous avez insisté dessus, c'est un point essentiel. Donc, la mise en place d'une stratégie de gestion des risques liés aux prestataires, dans mon expérience, largement pas fait. Beaucoup d'organisations ont ça, encore une fois, des très grands groupes. Pour les organisations de moyenne taille, c'est déjà beaucoup plus rare et de petite taille, c'est complètement absent. Ils ne comprennent même généralement pas lorsqu'on aborde le sujet parce qu'ils sont persuadés qu'en externalisation, il y a un plus grand niveau de sécurité que s'ils ont les serveurs dans leur cave. Pas forcément faux, mais encore une fois, connaître et maîtriser son risque. La notion de risque contractuel. Jusqu'à présent, l'approche était de dire il y a un certain nombre de clauses que vous devez avoir. Marine citait par exemple les contrats avec les sous-traitants. Donc, dans le RGPD, on a l'article 28, une liste de toutes les clauses qu'il faut avoir. C'est intéressant. Avec le recul, c'est en fait très nominal. Les gens, ils prennent les clauses, ils copient, ils collent. Personne ne relie, comme tu l'as dit, enfin, comme Claire l'a dit, et puis ensuite, ça tombe aux oubliettes. Et il n'y a pas réellement de corps à ces choses-là. Certes, l'instrument est là, il est prêt, mais en fait, au quotidien, on ne s'en sert pas. Et puis surtout, on peut très bien y avoir un contrat dans lequel il y a ces clauses, mais le contrat est pourri. Et nominalement, les clauses y sont. Et pour un audit, ça passe. Hein, on a bien vérifié que les clauses étaient présentes. Quand on a une approche tick the box, ça suffit pour beaucoup d'entreprises et leurs auditeurs. Et dans le DORA, on ouvre la porte, et ça, je trouve que c'est intéressant, on ouvre la porte vers le fait d'avoir une sorte d'évaluation globale du contrat pour dire, est-ce que le contrat, il est bon, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui se reposent sur le prestige de leurs produits ou la qualité de leurs produits et qui en profitent pour asservir le client avec des clauses. Alors certes, ce qui doit y être y est, mais on a tout un tas d'autres clauses derrière qui viennent parasiter ou exclure toute responsabilité ou rendre l'audit possible, mais extrêmement cher, et tout ce genre de choses qui font qu'en fait, on ne va jamais s'en servir. On voit aussi des dispositions, par exemple, dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser un système de secours en cas de problème de résilience, mais ce système de secours, par exemple, les clauses de propriété intellectuelle ne vous donnent pas la licence pour exécuter la licence, donc vous êtes en risque. Et pour la première fois, et ça je tiens à dire à la titre personnelle, je m'en réjouis en tant que juriste, on a le droit maintenant, parce que c'est un des points d'analyse, on a le droit de revoir un contrat et de dire, certes, les clauses y sont, mais le contrat, il est pourri, parce que si jamais vous retrouvez dans telle ou telle situation, vous ne pourrez plus travailler normalement, ou vous serez en violation de la loi sur telle ou telle autre chose. Et donc, c'est intéressant, c'est un glissement depuis une liste de clauses qui, dans mon expérience, sont souvent répétées, annonnées de manière automatique, sans vraiment créer une plus-value. Ça, c'est un point qui me semble utile à signaler. Avec une obligation de résilier les contrats, même en cours, si on arrive à une analyse d'un risque élevé ou impossible à surveiller, à monitorer ou à réduire. Et donc ça, c'est intéressant. Il faudra faire, avec l'entrée en vigueur de DORA, un coup de ménage. Et il y a certains prestataires que je connais, des grands prestataires, vous connaîtriez sûrement si je les citais également, qui ont du souci à se faire parce qu'elles vont avoir des contrats qui seront résiliés tout simplement par des auditeurs qui vont regarder ça et qui vont dire ce genre de contrat n'est pas acceptable, bien qu'ils contiennent, encore une fois, souvent les clauses minimales. Et l'obligation d'avoir un rapport annuel interne par des gens, donc les auditeurs, et qui vont aller creuser un petit peu et donner une opinion sur l'adéquation des arrangements informatiques de l'organisation par rapport à son risque. Et ça, c'est très intéressant. Et un dernier volet de partage d'informations, généralement organisé à partir d'entités, comme j'ai parlé, qui sont globales, enfin nationales ou sectorielles, et qui ont pour but donc de propager un peu une bonne parole. Donc là, on a quelque chose qui devrait être fait, en fait. Tout ça, c'est du bon sens. Maintenant, ça devient une obligation légale.
avec un cran supplémentaire, je trouve que c'est intéressant, notamment le fait de s'intéresser à la qualité globale des contrats et pas uniquement à l'existence de clauses. Voilà. En fait, on est en train de se diriger, c'est mon sentiment, en tout cas à titre personnel, on se dirige un peu vers le fait que la sécurité, la cybersécurité devient une valeur commune. Pour dire les choses telles qu'elles sont, en fait, comme je l'ai dit, l'entreprise est vulnérable par l'information parce que c'est sa ressource essentielle. Et en fait, à chaque fois que l'entreprise ou l'organisation fait l'objet d'une attaque, parce que c'est une attaque d'un État, ça peut être d'une mafia, mais ça aussi peut être un État, comme on l'a vu, on a cité la Russie, et c'est pas loin de là les seuls à le faire. En fait, quand votre système est attaqué, c'est un petit bout de la souveraineté de votre pays ou de l'Union européenne qui est attaqué finalement. Et donc, de ça, on peut extrapoler que le système d'information d'une entreprise lui appartient plus réellement, en fait. Il lui appartient peut-être au niveau juridique, mais elle est redevable, comptable des données qui y sont, parce que si elle subit réellement un préjudice, si elle a un problème par rapport au data breach, on en a parlé, mais aussi de la résilience, DORA, c'est résilience, c'est pas limité à la vie privée, si elle n'est pas capable de remonter sur son cheval après une chute, alors à ce moment-là, elle porte préjudice à son secteur, à son pays et éventuellement à l'Union européenne. Donc en fait, toutes ces valeurs-là ne sont plus des valeurs qui appartiennent à l'organisation. Moi, c'est comme ça que j'interprète DORA, c'est-à-dire qu'on est tous titulaires, à titre précaire, d'une partie de la souveraineté de notre pays. Donc je pense que c'est intéressant de le voir comme ça, parce que sinon, je pense que on ne le comprend pas et le management ne le comprend pas, l'actionnariat ne le comprend pas, etc., etc. Donc, il faut s'attendre à un DORA 2, un NIS 3, etc., parce qu'on va aller vers une globalisation de ces règles-là, de ces principes-là, pour les raisons que je viens de nommer. Alors, si on revient maintenant à l'entreprise, comment l'entreprise, elle vit ça? Alors maintenant, je pense que la compréhension de l'ignorance est loin derrière. Je pense que la plupart des organisations comprennent qu'elles sont vulnérables et ont arrêté d'acheter un prix uniquement lorsqu'elles choisissent un prestataire. Là-dessus, on a une amélioration. Par contre, on voit une succession rapide et de plus en plus rapide de ces normes qui sont de plus en plus exigeantes. Voilà. On a remplacé le RGPD, fait, je sais pas, 60 pages, et il a remplacé une directive merveilleuse des années 95 qui faisait 18 pages, je crois. Donc, on a des textes de plus en plus forts. Si vous regardez le DORA et que vous imprimez tous les annexes et les textes d'implémentation, je sais pas, on doit attaquer à 500 ou 600 ou 800 pages. Donc, évidemment, les entreprises sont de plus en plus paralysées par rapport à ça, surtout que les échéances vont de plus en plus vite. Et donc, on sent une certaine fatigue. Voilà. 6 mois avant l'entrée en vigueur du RGPD, début 2018, il y avait quoi? Peut-être quelque chose comme 80% des entreprises qui étaient soit conformes, soit très fermement engagées dans un parcours de mise en conformité. On a eu des règles en 2022 sur l'externalisation dans le secteur financier, l'externalisation informatique au niveau européen, qu'on appelle les EBA Guidelines. Elles sont réellement rentrées en vigueur à partir de 2022. On va dire qu'un ou 2 ans après, il y a peut-être 30% des entreprises du secteur financier, en tout cas 30% des outsourcing qui sont réellement conformes à ces exigences. On sent un peu une fatigue. Bon, le chiffre est un peu provocateur. On est à 6 mois de l'entrée en vigueur de DORA, qui est un texte sur lequel il faut probablement des années de travail pour se mettre en conformité pour certaines organisations. Et de nouveau, le chiffre n'a rien de scientifique, mais peut-être 5-10% des entreprises y sont vraiment. La plupart attendent. Elles attendent une guidance qui va peut-être jamais arriver, en se disant peut-être que la foudre tombera ailleurs avant de tomber sur nous. J'ai un client qui a fait ce choix-là, qui a eu 460 000 € d'amende l'année dernière. Pas sur DORA, mais sur ces guidelines en matière d'outsourcing. Et ils ont pensé que bon, c'est bon, ils avaient payé, maintenant la foudre était passée. Ils ont eu un deuxième audit un an après avec 160 000 € d'amende. Et cette fois-ci, pour la première fois, le régulateur financier luxembourgeois a commissionné un des Big Four pour faire une analyse complète, un audit complet de l'entreprise aux frais de l'entreprise. Et le rapport d'audit ne lui a même pas été transmis à l'entreprise. Il est allé directement au régulateur et le régulateur a fait sa liste de choses qu'il fallait mettre en conformité, comme le RGPD, alors que le contrôle initial n'était pas sur le RGPD. Donc tout ça est en train d'échapper en fait aux organisations et il faut effectivement se préparer. Donc voilà. Je dois quand même dire que les régulateurs facilitent et les instances nationales au niveau européen facilitent pas toujours les choses en retenant des analyses maximalistes, peut-être petit coup de griffe. On a des textes qui sont extrêmement chargés et quand on va rajouter un local touch ou quand on vient avoir des
des autorités ou des corps représentants d'autorités qui viennent faire des guidances qui sont ultra maximalistes, on provoque un écœurement, en fait, dans les organisations, et ça, c'est très responsable de la fatigue. Face à ça, je pense qu'il n'y a qu'une seule approche, c'est une approche raisonnable, en fait. Ne pas vivre dans l'inquiétude, mais quand même faire ce qu'il faut, comprenant qu'il y a une direction à prendre. Personne ne sera conforme au 16 janvier 2025. Par contre, c'est un chemin qu'il faut entreprendre sérieusement. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui ne va jamais s'arrêter, c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien, merci beaucoup. De ma part aussi, bienvenue à ce séminaire. J'étais derrière en régie pour essayer de monitorer les différentes questions qu'on reçoit également sur Zoom. Puis j'ai un certain nombre de questions, évidemment, pour mes intervenants, mais je tenais déjà aussi, évidemment, à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, de vous souhaiter la bienvenue. Et je suis absolument ravi de pouvoir réorganiser ce séminaire sur une base, disons, physique, en présentiel, comme on dit, parce que c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait la même chose, pas non plus en termes de température d'ailleurs, de faire ça en présentiel plutôt qu'en Zoom. Peut-être juste 2 observations rapides, et puis après, évidemment, je laisse la porte ouverte aux questions. Pour moi, le fil rouge qu'on peut tirer peut-être entre les différentes présentations qu'on a eues, c'est d'un côté qu'on voit vraiment que cet aspect de cybersécurité, c'est vraiment une face essentielle de toutes les questions de protection des données. C'est vrai que jusqu'à maintenant, et ça a été le cas d'ailleurs dans nos séminaires jusqu'à maintenant, on a vraiment vu la question de la protection des données dans une dimension très juridique avec les différents processus, privacy notice, etc., qu'il fallait mettre en œuvre. Et ça nous a tenu à cœur aujourd'hui, également à la lumière évidemment de l'expérience X-Plane qui a été évoquée tout à l'heure, de montrer finalement qu'il y a une autre face de la médaille, technique, mais qui est néanmoins importante pour nous juristes, qui est cette question de cybersécurité. Et puis l'autre volet, je pense, qui a été illustré par les différentes présentations d'aujourd'hui, c'est que finalement, aujourd'hui, le risque lié à la protection des données et à la cybersécurité au sens large, ce n'est pas qu'un risque juridique. Je crois que ça devient un vrai risque opérationnel. Ça intéresse du coup le management à son plus haut niveau, ça intéresse même l'actionnariat, comme ça a été rappelé par Cyril. Donc c'est une vraie question de survie pour toutes les entreprises, y compris la nôtre d'ailleurs. Et finalement, c'est encore une de ces scénarios où finalement ce qu'on discute avec vous, on l'applique évidemment aussi en interne chez nous, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement devenu un risque opérationnel au-delà d'un simple risque juridique, voire même un risque de souveraineté, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Voilà, en termes de questions, bah évidemment, il nous reste un tout petit peu de temps, à peu près 15 minutes pour prendre des questions. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. Il y a notamment une de mes collègues qui peut circuler avec un micro. Je ne sais pas s'il y a déjà une question brûlante à ce stade. Oui, bien sûr. Et évidemment, pour ceux qui sont, et nombreux, qui sont avec nous par Zoom, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions dans le Q&A de Zoom. Moi, je les monitore en parallèle. Il y en a déjà une ou deux que je vais poser aussi dans le fil des questions en présentiel. Oui, exactement. Ouais. Alors, ça commence à dépasser mes compétences technologiques, mais on a un deuxième micro qui est là, donc tout va bien. Voilà, la question. Merci. Si on utilise les techniques de texte, est-ce que ça dégage, par exemple, d'une méthode médicale, le besoin de consentement des patients ou le cadre d'utilisation de leurs données qu'ils avaient signées au départ? Ok, donc ça, effectivement, la question du consentement est une question complexe au niveau médical, un point évidemment extrêmement important. Alors, je dirais qu'il y a, d'une part, il existe un grand nombre de formulaires de consentement, hein, et il y a aussi la question du consentement de la réutilisation de données, parce qu'il y a un consentement en vue d'une étude médicale donnée, mais après, il peut y avoir la tentation, évidemment, de dire on va réutiliser ces données pour d'autres. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut retourner vers les personnes les citoyens ou les patients qui ont fourni leurs données une première fois? Ou pas, c'est-à-dire jusqu'où va le consentement, pas. Bon, ça, c'est un domaine en soi. Je dirais que le fond du problème, c'est finalement, est-ce qu'on a, c'est la distinction entre pseudonymisation et anonymisation, qui vous est, je pense, familière. La pseudonymisation, c'est-à-dire qu'on remplace l'identité réelle par un pseudonyme, mais il reste quelque part une table qui permet
d'établir le lien entre l'identité réelle et le pseudonyme, dès que l'anonymisation, ça veut dire qu'on a complètement supprimé, on a cassé ce lien volontairement. Et donc, on a des données qui ne sont pas relatives, par exemple, du côté médical ou aussi dans d'autres domaines, relatives à un individu, mais qui sont plus liées. Et la difficulté, en particulier dans le domaine médical, c'est que les données de plus en plus sont devenues tellement pointues. Je vais voir l'exemple extrême des données ADN, c'est qu'elles sont caractéristiques d'un individu. D'accord? Et donc, même si on enlève le nom, le prénom, la date de naissance, etc., mais qu'on laisse l'ADN, on laisse de fait une information qui elle-même, qui ne peut pas être considérée comme étant anonyme, puisqu'elle est en fait identifiante et même utilisée à des fins d'identification par les services de police, etc. Donc, le problème n'est pas tranché aujourd'hui, et c'est un débat effectivement extrêmement important de voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut considérer que l'utilisation de PETS vont permettre de s'affranchir dans une certaine mesure du consentement. Le consentement est quand même un garde-fou important par rapport à un certain nombre d'abus. Donc, il n'y a pas de réponse absolue, ce qui est en général le cas d'ailleurs dès que comparer avec les juristes, n'est-ce pas? Ça dépend. Voilà. Et donc, je m'adapte. Exactement, bravo. Oui, ça arrive quand on reste avec des juristes trop longtemps. Hein. Voilà, justement, c'est un petit peu contagieux. Mais donc, il faut regarder à ce moment-là, au niveau d'un cas spécifique, ce que l'on peut conclure. Mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse, disons, dans l'absolu, par oui ou non, à la question que vous posez. Mais merci de la poser, c'est important. Oui. C'est juste, et votre question en fait pose en réalité la question du caractère un peu relatif de la pseudonymisation, qui est rarement justement une réponse noire-blanche. Et qu'est-ce que veut dire pseudonymiser? Déjà, c'est une vision dynamique parce que ça peut évoluer en fonction des différents datasets qui sont disponibles du récipiendaire. Et ça peut évidemment aussi beaucoup changer en fonction du type de données, entre une donnée ADN ou une simple donnée d'adresse, évidemment totalement différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bien sûr. Alors, continuez, parfait. Alors, bien. je vais continuer avec le professeur Hugo. Alors, j'ai bien compris, donc les PETs, c'est partager de l'information sans partager de la donnée, pour résumer rapidement. Nous, dans les banques, on a un autre use case qui nous occupe beaucoup. Vous arrivez à parler dans le micro, voilà, pour que les gens en Zoom nous écoutent. Merci, merci. Ça marche maintenant? Ah, d'accord. Alors, nous, dans les banques, on a un autre use case qui est légèrement différent, qui nous préoccupe et nous occupe beaucoup en ce moment. C'est traiter de la donnée dans des environnements non trustés, c'est-à-dire l'environnement cloud. Est-ce que les technologies de l'IA et l'homomorphisme, c'est quelque chose qui pourrait nous permettre justement de ne pas exposer notre donnée aux fournisseurs cloud ou aux fournisseurs non trustés? Et est-ce que c'est envisageable dans un futur proche ou pas? Ou est-ce que c'est complètement la science-fiction? Non, c'est tout à fait envisageable, effectivement. Et c'est vrai que maintenant, on a cette immense poussée vers le cloud, hein, qui a démarré, disons, il y a une quinzaine d'années, mais qui est spectaculaire. Il y a de bonnes raisons pour ça. C'est que dire, pour un très grand nombre d'entreprises, il est intéressant de louer finalement de la ressource informatique plutôt que d'acheter, pour des raisons finalement de multiplexage statistique, parce que les besoins d'une entreprise fluctuent dans le temps, et donc ça peut être intéressant finalement de finalement sous-traiter le service IT. Et ça pose évidemment le problème que vous mentionnez, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on faire confiance aux prestataires, hein, voilà. Et donc, exactement, le chiffrement homomorphe permet de répondre à ceci, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer les données dans le cloud, le client, la banque, va chiffrer, d'accord, éventuellement typiquement de manière homomorphe, et les données chiffrées vont être envoyées dans le cloud. Et puis ensuite, comme ces données sont homomorphes, il sera possible de demander au cloud de faire des calculs. Parce que si c'est un chiffrement non homomorphe, c'est un chiffrement plus classique, vous ne pouvez pas. Et donc, à ce moment, dès que vous devez faire des calculs, il vous faut rapatrier les données depuis le cloud, les déchiffrer, donc les décrypter, faire les calculs, rechiffrer et renvoyer dans le cloud. Mais cet ensemble d'opérations, évidemment, avec les allers-retours avec le cloud, va vous être facturé par le prestataire de cloud et il va pratiquement tuer le bénéfice d'utilisation du cloud. Donc, c'est le chiffrement homomorphe justement qui vous permet de laisser les données dans le cloud et d'y faire les traitements. Mais après, le problème, c'est que le chiffrement homomorphe, il n'est pas gratuit, c'est-à-dire que c'est un chiffrement qui est relativement coûteux en matière de traitement, de quantité d'opérations qu'il faut réaliser. Et c'est vrai que depuis très peu de temps, ça fait disons 3 ou 4 ans, qu'on arrive à faire du calcul suffisamment rapide pour que ça puisse intéresser le monde réel. Avant, le chiffrement homomorphe était juste une curiosité académique qui permettait d'embêter les étudiants aux examens, mais qui n'avait pas une véritable application
parce que, si vous voulez, le facteur entre le calcul en clair et le calcul en chiffrement homomorphe était entre 1 million et 1 milliard. Hein, donc, vous devez multiplier par 1 million ou 1 milliard le nombre d'opérations CPU. Donc, ça veut dire que c'était complètement irréaliste. Maintenant, il y a des progrès qui ont été réalisés et vous avez les grands prestataires cloud, les usual suspects, donc les Amazon, Google, IBM, Oracle, etc., Microsoft, bien sûr, vous offre ceci encore aujourd'hui à titre prototypal. Donc, ce n'est pas vraiment un service qui est complètement streamlined et industrialisé. Ils vont vous dire, ah bon, si vous ne nous faites pas confiance, ben déjà, faites-nous confiance. Hein, voilà. Ils vont essayer. Faites-nous confiance. Et puis comme ça, c'est nous qui gérons vos clés. Parce que pensez, qu'est-ce qui se passe si vous perdez vos clés de chiffrement sur vous, hein? Donc, faites-nous confiance. Nous gérons vos clés. Vas-y, non, on ne veut vraiment pas vous faire confiance. Alors, dans ce cas-là, ils vont vous dire, utilisez un hardware spécialisé. Le point que je mentionnais, c'est-à-dire, ils vont dire, on va faire les calculs, on va envoyer les données chiffrées dans le cloud, et puis tous les traitements seront faits, parce que pour traiter, à ce moment-là, il faudra déchiffrer. On les envoie vers un processeur spécialisé, et puis on calcule là-dedans, on rechiffre et on remet dans le cloud. Déjà, à ce moment-là, vous êtes complètement dépendant de la technologie, vous n'avez pas le contrôle. Si vous avez un chiffrement homomorphe, vous avez la preuve mathématique de la robustesse. Et donc maintenant, on est justement dans cette situation où on va basculer, je pense, d'ici peu de temps, de la protection par le hardware, donc par les processeurs spécialisés, vers une protection par le chiffrement à caractère homomorphe. Alors, est-ce que ça va se passer l'an prochain ou dans 3 ou 4 ans? Ça, c'est difficile à dire, mais on est vraiment vers cette transition-là. Voilà. Merci. C'était Oui, c'est exactement la question. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une question qui nous est venue sur le chat du Zoom. Donc, à nouveau, tous ceux, et ils sont nombreux qui sont sur le Zoom, n'hésitez pas à poser des questions sur le questionnaire que je monitore et qu'on peut prendre. C'est une question pour vous, Cyril. C'est la question de l'obligation de résiliation des contrats en cas de doute ou plus qu'un doute sur les obligations en matière de cybersécurité. Qu'est-ce que ça signifie en fait concrètement? Parce que ce participant nous dit finalement, oui, il y a des clauses de résiliation. Si on est pieds et poings liés avec notre prestataire, on sait déjà aujourd'hui que ces clauses de résiliation, parfois la mise en œuvre en pratique, on n'est pas tout à fait sûr. Et si je comprends bien la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait le jour où on aura une obligation réglementaire de résilier? Ça fait un peu peur. Alors ça, c'est déjà en place, en tout cas au niveau européen, avec les guidelines sur l'outsourcing de l'autorité bancaire européenne dont j'ai parlé tout à l'heure. Le vrai problème, il n'est pas réellement juridique ni contractuel, c'est quelle solution on met à la place. C'est-à-dire la reversibilité, est-ce qu'on est capable d'insourcer ou et combien de temps il faut pour trouver un autre prestataire d'externalisation? Or, dans les faits, il est virtuellement impossible de mettre quelque chose en place avant quelque chose comme 6 mois. D'ailleurs, on a des obligations de notifier ces process. Donc, si on remplace un arrangement par un autre, typiquement dans l'Union européenne, on doit le notifier en 3 mois généralement à l'avance. Donc, 3 mois pour faire une étude de risque, négocier un contrat, faire un due diligence sur ce nouveau prestataire, regarder la faisabilité technique. Tout ça, en fait, n'est faisable que si la stratégie de sortie, comme on dit, l'exit stratégie, a été pensée en amont au moment où on a choisi un opérateur. Or, généralement, encore une fois, lorsqu'on a acheté un prix, on n'a pas ça. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on se bat depuis des années. Et il est extrêmement difficile d'obtenir d'une organisation qu'elle ait une stratégie propre, claire, adaptée. Alors souvent, on va nous en donner une du groupe, parce que c'est un groupe, pas forcément adapté à l'organisation locale, avec ses exigences réglementaires locales. Donc, ça, c'est un gros point noir, et ça fait partie des choses sur lesquelles, lorsqu'on met en conformité une entreprise, on se rend compte que in fine, on a signé, c'est parti au régulateur, tout est validé, on a commencé, et on sent bien que notre client, il y a un petit flou quand on lui dit l'exit stratégie est en place. Oui, on y travaille. Et après, on n'a plus de nouvelles. Et donc ça, c'est le vrai problème. Merci beaucoup. On a le temps encore pour une ou deux questions. Ouais, là-bas, merci. Merci pour la présentation. Je m'appelle Michael Berkla. Écoutez, je suis en train de regarder en fait un site qui parle du Swiss Government Cloud. Donc en fait, la Suisse a sorti 320 millions de francs pour un projet de cloud pour toutes les données suisses.
et je vois qu'il y a 6 prestataires, dont aucun Suisse. Est-ce que ça veut dire qu'en Suisse, il n'y a aucun prestataire qui peut garantir de la sécurité de données, selon vous et l'expérience que vous avez? Juste après, On laisse après, le Luxembourg. après, je donne le micro, mais juste pour mettre un pavé dans la mare, le cloud souverain, c'est aussi un projet au Luxembourg. Tous les acteurs sont luxembourgeois. Mais vous êtes un grand pays, c'est normal. Bon, je suis en contact effectivement avec l'Office fédéral de l'informatique. Alors, je ne suis pas évidemment habilité ou autorisé à parler en leur nom, mais disons que la stratégie telle qu'elle est suivie, hein, c'est de définir différents niveaux de sensibilité des données. Et donc, pour les données, ce qu'il faut savoir, c'est que la vaste majorité des données de la Confédération, en volume, sont non sensibles. Ces données de type météo, de type topologique, etc. Et donc, à ce moment-là, la volonté est de quand même utiliser les tarifs et les prestations des hyperscalers, qui sont quand même très intéressants, qui sont très compétitifs, pour le bénéfice de la population. Après, pour les données plus sensibles, il y a différentes solutions qui sont, disons, qui vont être déployées. Une solution, c'est en fait le software de l'hyperscaler qui tourne sur les serveurs de la Confédération, ça c'est une possibilité. Ou bien c'est faire appel effectivement à des cloud providers suisses, ou bien encore avoir, pour les données les plus sensibles, les données militaires en particulier, d'avoir tout on-prem. Donc on a cette gradation. Et puis, disons, le cloud souverain, alors le point que vous mentionnez, effectivement, c'est disponibilité par rapport aux données, disons, relativement peu sensibles, mais c'est encore un projet qui est, comme vous savez, en cours de définition, en cours de discussion, notamment au Parlement, etc. Donc, c'est une affaire qui est encore relativement au début de son histoire et de son déroulement. Merci. Encore une dernière question, aussi non diplomatiquement correcte, donc on enchaîne, qui nous est posée sur le chat. Et ça s'adresse un peu à l'équipe X-Plane au sens large, dont on a évidemment des représentants ici, notamment Joël Pahu, qui a eu vraiment le lead sur ce mandat. Est-ce qu'on pense que suite à la publication du rapport de l'organe d'enquête, aussi des autres rapports un peu annexes, qu'il y aura un changement de culture au sein de l'administration? Alors ça, c'est une première question. Et puis après, la question d'après, c'est est-ce qu'il y aura un changement de culture au sein du secteur privé? Parce qu'évidemment, on ne peut pas que critiquer le secteur public. Quel est votre sentiment? Question, oui, effectivement, question difficile. Non, on a perçu sans révéler de secret que ça avait quand même été un électrochoc au sein de la Confédération, cette affaire X-Plane. On a entendu le terme, je ne me rappelle plus l'expression allemande, mais de wake-up call. Donc, dans le sens, tout à coup, là, ça a mis ces sujets-là sur le dessus de la pile, sur la table, alors que peut-être que c'était des sujets dont on n'avait pas forcément envie de traiter et d'ailleurs où on n'avait simplement pas les connaissances pour les traiter. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Après, d'autres signaux sont peut-être un petit peu plus négatifs. La publication du rapport un 1er mai férié. C'est peut-être, oui, moi disons en Suisse allemande, ça a été très peu repris. Voilà, il faudra voir ce que ça donne. Je crois que c'est juste trop tôt pour le dire, mais je minimiserai pas vraiment, comme dit, l'impact peut-être pas de choc, mais où il y a une vraie prise de conscience, je pense, à l'interne. Et aussi, il faudra voir et évaluer sur la base de ce qu'ils ont fait, cette nouvelle structure qui a été mise en place avec le CEPOS, donc le Secrétariat d'État à la politique de sécurité, où là, vous avez des gens très compétents à l'intérieur. Et en duo avec donc, le nouvel Office fédéral de la sécurité, où là aussi vous avez des gens, je parle sous le contrôle du professeur Hugo, mais des gens qui sont tout à fait compétents. Et donc il n'y a aucune raison, on a toutes les armes pour que ça fonctionne. Attendons peut-être un petit peu pour le bilan. C'est juste. Et c'est vrai que ça vient aussi à un moment où on a une nouvelle organisation qui se met en place avec la nouvelle loi sur la sécurité de l'information, avec d'ailleurs aussi pour le secteur privé des nouvelles obligations d'annonce, etc. Donc on a l'impression que, en tout cas, un certain nombre de choses se mettent en place. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a la loi et puis il y a la culture. Et il y a peut-être parfois un petit gap. Alors, on en arrive, je crois, au terme, à moins qu'il y ait encore une question brûlante. Je crois qu'on a épuisé les questions qui sont le chat du Zoom. Je ne sais pas si dans la salle, il y a encore une question. Oh là, bien sûr, absolument. Oui, alors, une question là et encore une remarque. Bien sûr. En fait, ma question, ce serait la continuation de la question de monsieur sur le chiffrement homomorphique. Déjà, aujourd'hui, on a des problèmes. Premièrement, le cloud, je ne pense pas qu'on y va parce que c'est moins cher. Alors, peut-être pour des applications non sensibles,
mais on est poussé dans le cloud. Le cloud a débuté dans les années 2000 avec les consommateurs finaux, et maintenant, on s'attaque aux entreprises. Et on pousse en fait les entreprises à aller dans le cloud. Comment? En diminuant les fonctionnalités d'une application qu'on a en interne et en augmentant celles qui sont dans le cloud. D'un point de vue chiffrement, déjà aujourd'hui, c'est très difficile de demander à un de ces acteurs qu'on ne va pas renommer de dire on aimerait chiffrer avec nos propres clés de chiffrement qui seront détenues chez nous. Donc, je me demande, la question c'est d'un point de vue pragmatique, quand pensez-vous que le chiffrement homomorphique sera une réalité, ce qui enlèvera pas une épine, mais un oursin de certains des personnes qui sont ici présentes? Parce qu'aujourd'hui même, avec un simple chiffrement, qui détient la clé, à qui appartient-elle, où est-elle située, qui la gère? On a des acteurs donc, de cloud qui nous disent, si vous chiffrez vos données, on ne peut pas vous assurer de faire une vérification antivirus, on ne peut pas faire... Donc, le chiffrement homomorphique en tant qu'une vraie réalité, vous le voyez d'une manière pragmatique quand? C'est clair que, merci de poser la question, c'est clair que pour les fournisseurs de cloud, c'est plus simple s'ils ont toutes les données clients en clair. Mais ce n'est pas toujours ce qu'ils souhaitent parce que ces données peuvent être parfois ultra sensibles et là, ils peuvent être embêtés. Mais pour les données, ils sont moyennement sensibles. Bon, ils vont donner toutes les données et puis ils gèrent et puis voilà. Le chiffrement homomorphe va encore aujourd'hui présente encore quelques inconvénients du point de vue justement voilà, la lourdeur et l'overhead en termes de calcul qui ne faut pas sous-estimer. Et c'est pour ça que un certain nombre de constructeurs maintenant fabriquent des accélérateurs hardware spécifiques pour la réalisation, le calcul des opérations de chiffrement homomorphe. Et ça devrait sortir, disons, dans les 2 ans. Voilà. Donc, je pense à l'échelle de 3-4 ans, ça devrait devenir quelque chose de beaucoup plus généralisé. Et comme je disais, à ma connaissance, aucun des hyperscalers aujourd'hui ne l'offre véritablement comme un produit où ils disent ça va coûter tant, etc. Ce n'est pas encore intégré, si vous voulez, véritablement dans le catalogue. Par contre, ils autorisent, en tout cas 4 d'entre eux, autorisent à ce que l'on fasse des projets pilotes avec eux pour les aider à explorer ça. Et ils disent, mais à ce moment-là, c'est vraiment un contrat particulier, au cas par cas, ça sort un petit peu des clous. Et puis, pour le client, ça représente aussi quand même un effort et un surcoût qui ne sera supportable que par une organisation déjà d'une certaine taille ou qui a des besoins relativement importants dans ce domaine-là. Voilà. Là. Alors, tout dépend de votre... Déjà, le chiffrement normal aujourd'hui, la plupart des sociétés l'enlèvent parce que, de un, il y a des problèmes de coûts parce qu'on duplifie les coûts la plupart du temps. Et d'un point de vue lourdeur des traitements de données, oui. Donc, ils ont tendance, certains, à enlever ce chiffre. Non, mais si le client le met comme condition, il dit, je signe chez vous, chez Microsoft ou chez IBM, etc. On dit, je veux chiffrer avec mes propres clés. Là, ils sont obligés d'accepter. C'est clair qu'ils ne vont pas le présenter comme solution de premier choix. Voilà. Mais par contre, si le client est suffisamment coriace et tenace dans sa requête, là, je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Mais ce sera du chiffrement, effectivement, classique et pas du chiffrement homomorphe. Le chiffrement homomorphe, ce sera effectivement uniquement pour des projets pilotes. Le point que je voulais juste mentionner, c'est que quand même, il y a un point, vous mentionnez culture, la législation, il y a un point qui était en filigrane de toute la discussion, c'est le coût. C'est-à-dire tout ça, toute cette sécurité, ça vient avec un coût en matière de personnel et en matière de produits qu'il faut acheter, qui est quand même très important, et puis qui représente un effort pour les entreprises. Et si on voit pendant les erreurs explain et ainsi de suite, c'est que les gens sont souvent débordés, ils font les trucs, et puis ils commettent des erreurs parce qu'ils travaillent sous la pression du temps, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose, c'est un point qui va, à mon sens, rester, parce que les organisations, elles ont les ressources qu'elles ont. Le marché du travail offre finalement un nombre de spécialistes qui est limité, malgré les efforts de l'EPFL. Non, mais voilà, cybersécurité, on produit, enfin, on forme vaillamment 50 spécialistes cybersécurité par an à l'EPFL. C'est dérisoire, c'est pathétique. Honte à nous, mais d'un autre côté, on ne peut pas forcer. D'un autre côté, il y a un immense trou noir qui s'appelle Data Science. D'accord? Tout le monde veut aller du côté de l'intelligence artificielle, machine learning. Alors là, ils sont des centaines. Cybersécurité,
ce truc un peu embêtant, etc. Donc, c'est perçu, disons, le lustre n'est pas le même, si vous voulez. Donc, on a, je pense, aujourd'hui un problème de pénurie, main-d'œuvre, qui risque de s'aggraver, qui veut dire aussi la main-d'œuvre elle est très chère. Et puis, on prend des court-circuits, et puis on commet des erreurs, et puis boum, on se fait ramasser. Et voilà. C'est oui, ouais. Sur le développement de solutions comme le cryptage homomorphique, il faudrait aussi que les régulateurs aient leur part. Et c'est un des problèmes qu'on voit par exemple au Luxembourg. Je peux citer la commission de surveillance du secteur financier. On a un secret bancaire qui est quasiment aussi légendaire que le vôtre. Pour ce qui est l'utilisation par exemple de solutions Azure, il n'y a pas besoin de mettre de cryptage particulier pour que Microsoft n'ait pas accès aux données. Pourquoi? Parce que selon le raisonnement du régulateur, il y a une vingtaine d'ingénieurs, je crois, dans le monde qui arrivent à faire tourner tous les tenants Azure. Et donc, finalement, il est statistiquement inimaginable que ces 20 ingénieurs dans le monde répartis avec des droits d'accès suffisants pour voir vos données aillent espionner les données d'une banque. Donc, du coup, on peut le faire sans cryptage particulier. À partir du moment où déjà le régulateur dira non, il faudra que le marché trouve une solution. Aujourd'hui, le marché, il est vraiment littéralement à la traîne. Les fournisseurs, ça ne les intéresse pas de crypter vos données parce qu'ils aiment beaucoup jouer avec. Et donc, à partir du moment où on coupera ça à la source au niveau des régulateurs, à ce moment-là, la recherche pourra aller de l'avant. Ouais, un marché à la traîne et des coûts parfois très importants. Je crois que c'est un peu ça les mots de la conclusion. Merci beaucoup, évidemment, pour votre participation. Un grand merci, évidemment, au professeur Hubaut d'avoir été parmi nous. On est vraiment ravis d'avoir un spécialiste international de l'EPFL venir partager son know-how avec vous, avec un petit cadeau de remerciement de la part de l'équipe. Merci. De même, Cyril Pierrebos, heureusement qu'il parle de RGPD, parce que sinon on penserait que ce serait un avocat suisse, vu qu'il vient très souvent chez nous, tant pour l'université que nous assister dans le cadre des mandats. Donc aussi, merci. Évidemment, merci à mes collègues et amis de l'étude qui ont évidemment beaucoup travaillé ces derniers temps. Certains d'entre eux ont beaucoup dormi à Berne aussi ces derniers temps. Donc, on est content de les avoir à nouveau parmi nous. Merci d'avoir été là ce soir. Et puis, évidemment, merci à vous d'avoir été si nombreux. C'est clair qu'on est ravis. Je crois que le succès de cet après-midi montre qu'on va continuer à faire les webinaires clairement en présentiel. Et évidemment, merci aussi à tous ceux qui ont pu participer par Zoom. Mais c'est clair que c'est quand même très agréable aussi de pouvoir se parler, se voir et surtout de pouvoir prendre un apéritif qui n'est pas virtuel pour ceux qui sont là. Et je vous invite donc à nous rejoindre encore pour une verrée juste à côté. Mais je vous remercie surtout de votre présence, tant ceux qui étaient là en présentiel que tous ceux qui étaient là en Zoom. Merci beaucoup et à bientôt.